Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés... Merde, j'ai oublié ce que j'avais mis. Oui, Gaulle, Gabriel. Salut Gab. Salut Thomas. Et Shaolin Soccer, Frédéric. Salut Fred. Merci, salut. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Si vous appréciez, pensez à mettre des likes, à en parler autour de vous, ce genre de choses, à vous abonner bien sûr. Et à faire des dons. Et à faire des dons, hein, bien sûr, pour nous aider à aller au resto. Et à faire des apéritifs qui sont beaucoup plus rigolos pour vous et pour nous, je pense. Au final, on verra. Bref, Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Et aujourd'hui, on parle de Matchpoint, un choix de Fred. Pourquoi tu as choisi ce film, Fred ? Parce que je l'avais vu quand il est sorti au cinéma. Et puis, il m'avait particulièrement marqué. J'avais trouvé qu'il résonnait très puissant. J'aime déjà pas mal Woody Allen. Mais là, j'ai trouvé qu'il sortait un peu de son schéma classique de film. Je suis un névrose, je suis fush. Déjà, il joue pas dedans, c'est agréable parce qu'il commençait à saouler. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu une transition que faisait Woody Allen. Il renouvelait son genre que j'aimais déjà, mais donc il l'a fait avec encore plus de profondeur. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, ça m'a fait très plaisir de le revoir vu que je ne l'avais pas vu depuis cette période. Donc je l'ai vu sous un autre angle en étant plus adulte. Et c'était très intéressant de revoir ce film. Ok. Gab, en 2 mots, tu penses quoi du film ? Les 2 mots que j'ai choisis, c'est donc lâcheté et classe. Ok. Alors, moi, justement, j'avais dit en fin d'émission dernière que je pensais l'avoir déjà vu. En fait, je ne l'avais jamais vu, donc c'est ma première fois à le voir. Toi Gab, tu l'avais déjà vu ? Je l'ai vu il y a longtemps, mais je ne me souviens plus, en fait. En fait, je me souvenais sûrement de la trame du début, le début de l'histoire, mais après, je ne me souvenais plus de la fin. Comment ça se finissait. Donc, du coup, j'étais un peu... c'est comme si je le revoyais, quoi. À propos, je vais quand même dire un peu ce qui se passe dans le film. On suit l'histoire de Chris, qui est un jeune homme d'origine assez pauvre, qui est aspirant au tennis professionnel, mais finalement change un peu de vie et il s'intègre dans la haute société un petit peu britannique, à une famille, pardon, qui s'appelle la famille Hewitt. Et ses déboires avec ça, notamment avec celle qui sera la fille d'Hewitt, qui deviendra sa femme Chloé, et sa belle-sœur, qui se retrouve, voilà. Hein, bon. Donc voilà, on viendra plus en détail. De toute façon, vous savez, c'est comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas vu le film, c'est un peu con de regarder le truc parce qu'on va spoiler à fond. Mais donc voilà, ouais, c'est vrai que beaucoup de l'histoire, c'est ce personnage un peu arriviste, on va dire, qui s'intègre dans cette haute société, et puis ensuite cette manière qu'il a en fait, justement, il trompe sa femme avec celle qui est après sa belle-sœur, qui est jouée par Scarlett Johansson, et ouais, voilà. Mais ouais, Fred, du coup, à revoir en tant qu'adulte, tu disais que c'était un peu différent, par exemple. Qu'est-ce que tu as vu différemment Ce qui est déjà pas différent, c'est que j'étais tombé amoureux de Scarlett Johansson et puis je suis retombé amoureux de Scarlett Johansson, que je trouve c'est une des plus belles femmes du monde dans ce film. Et c'était l'âge où elle était probablement la plus belle. Je trouve qu'elle dégage une sensualité, elle joue extrêmement bien. Elle joue bien son rôle. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. J'ai vraiment été marqué par cette femme et j'ai encore été marqué à nouveau en le revoyant. Sinon, des choses que j'avais peu constater, mais c'est-à-dire après, en ayant relu des bouquins et des choses, j'ai pu faire d'autres liens plus intello, plus chiants, plus les liens comme dans Salo, des choses que je ne voyais pas forcément et que j'ai réalisées aujourd'hui au fil de mes lectures. Donc, une approche plus philosophique que je n'avais pas, où j'avais une approche purement émotionnelle en étant plus jeune. Alors, tu parlais de différence par rapport au film habituel de Woody Allen. Donc, c'est vrai que, bon, pour résumer un peu le style de Woody Allen, c'est souvent des histoires amoureuses, comme dans ce film. Il y a souvent un peu d'histoires amoureuses ou de cul. Il y a quand même souvent des histoires de tromperie. C'est souvent dans la haute société. Là, ce qui est un peu différent, c'est que ça se passe en Angleterre, il y a beaucoup moins d'humour, ça se veut un peu plus thriller, justement. Mais sinon, on retrouve pas mal la marque de Woody Allen, je trouve. Mais vas-y. D'habitude, déjà, c'est toujours New York.
là, c'est pas New York. Je crois que j'avais vu dans la fiche Wikipédia que c'était justement parce que pour le tournage, ils disaient que c'était trop cher de le produire à New York. Donc, ils ont dit on le fait en Angleterre. Comme ça, ils avaient la BBC qui les C'est pas aidait. tout à fait ça, ouais, voilà. C'est que personne à New York voulait financer son projet parce qu'il avait fait quelques flops de suite, quoi. Donc, il s'est financé par les Anglais et une des conditions était de tourner à Londres avec beaucoup Et ben, d'acteurs Exact british. angle. mal leur a pris parce qu'il a eu d'excellents acteurs, mieux que ce qu'il aurait pu avoir. Il a eu Scarlett Johansson à la place de Kate Winslet, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle avait refusé le rôle, puis qu'il joue quand même l'américaine. Les acteurs anglais, je les trouve excellents. Merci, Brice, Ok. Ah, c'est l'abruti de Louis. Ok. Mm. Et donc, c'est vrai, pour le style de Woody Allen, la plupart du temps, c'est vrai que c'est des bavardages un peu incessants. Il papote, il papote, il papote. Là, je trouvais que c'était quand même le moins le cas. Il y avait plus d'action. Il y a aussi les névroses indispensables, où c'est vraiment le juif new-yorkais dans toute sa splendeur qui se plaint en permanence. Et donc là, le fait qu'il ne soit pas là, c'est quand même quelque chose qui aide par rapport à ça. Et puis, il n'y a pas de ces petites blagues qui me font beaucoup rire, mais qui peuvent ne pas plaire à des gens et puis qui peuvent paraître assez lourdes. Là, il n'y a pas de blague. Là, on est vraiment dans un drame. On est dans quelque chose. Enfin, c'est pour ça, moi, j'ai trouvé que l'opéra était très bien choisi pour illustrer comme musique. Juste revenir sur. On reviendra sur l'opéra, parce que c'est vrai que c'est un aspect important. Juste répondre sur un ou deux trucs que tu as dit, parce que les raisons pour lesquelles tu apprécies, moi, c'est les raisons pour lesquelles j'ai eu pas mal de mal avec ce film. C'est que je trouve que l'aspect qui se passe en Angleterre est pas bien géré par Woody Allen. Alors, c'est des choses que justement que j'ai lu après, qu'il a été forcé de tourner à Londres et qu'il a réécrit. Il avait été écrit pour être à New York, dans le quartier dans la région des Hamptons, qui est dans l'État de New York, mais plus reculé que la ville, où c'est vrai que c'est très ce milieu riche-là, c'est assez similaire. Mais du coup, il y a beaucoup de choses que je trouve, c'est juste une couche de peinture londonienne qui marche pas très bien parce qu'il connaît pas aussi bien Londres qu'il connaît New York et que ça a été réécrit pour. Et je trouve que ça marche pas très bien. Notamment, tu vois, tu as tout le monde qui se déplace en taxi. C'est un truc très new-yorkais, ça. Et je trouve que ça faisait bizarre. Ils ont quand même leur voiture avec chauffeur. Oui, notamment. Mais justement, je trouve un peu bizarre. Tu vois personne qui prend les transports en commun parce qu'aux États-Unis, c'est un truc de pauvre. Mais des gens qui prennent le métro à Londres, il y en a de toutes les classes, tu vois. Ah bon? Même la haute société à Londres, elle prend le transport public? Peut-être pas la haute de la haute, mais quelqu'un comme Chris, qui est lui quelqu'un qui vient d'un milieu plus modeste. Mais qui s'intègre à la haute. Mais c'est pas pour montrer justement qu'il essaie de s'intégrer à ce monde-là, qu'il prend toujours des taxis et son voiture de fonction. Mais Nella également, même une fois qu'elle n'est plus avec Tom, elle continue à se balader partout en taxi. Nella, donc le personnage de Scarlett Johansson. Et je trouve que c'est une autre chose qui m'a gêné dans ce film, c'est que ces deux personnages arrivistes, un petit peu, Chris et Nella, qui sont donc des gens qui se marient à cette famille riche. Nola, pardon, oui, tu as raison. Qui sont deux personnages qui se marient dans cette famille riche parce qu'ils ont séduit les jeunes enfants des riches, on va dire. Les jeunes enfants, les jeunes gens qui sont riches, quoi. Et je trouve que le problème, c'est qu'ils ont un comportement, eux, trop proche, déjà, des milieux riches auxquels ils s'intègrent. Ils sont pas... Si tu veux, voilà, moi, le problème, c'est que c'est un film sur des jeunes à Londres, écrit par un vieux New-Yorkais. Et ça, je trouve que ça se ressent. Moi, cet aspect-là, ça ne me dérange pas parce que, comme on en comprend au début, ça fait longtemps qu'il traîne dans ce milieu-là. Chris, par exemple, parce qu'il faisait du tennis, entraîneur de tennis dans plusieurs autres hôtels de luxe, 5 étoiles, Palace, etc. Donc, il connaît déjà ce milieu-là, je pense, plus ou moins. Et c'est pareil pour Scarlett Johansson, qui est une jeune actrice, mais je pense qu'elle a dû côtoyer plusieurs fois ce monde-là à travers les producteurs et autres personnes du milieu. Elle dit que c'est un monde qu'elle ne connaît pas. Elle dit elle-même que c'est un monde qu'elle ne connaît pas. Et d'ailleurs, justement, elle a été écrite comme étant british. Elle a été écrite pour Kate Winslet et ils l'ont réécrit. Il a dit que ça a pris 1 heure. Ben ouais, c'est peut-être pas étonnant parce que c'est pas... Je suis assez d'accord. Et qu'est-ce qu'une actrice vient foutre à Londres si elle veut percer? On est déjà, il y a quelque chose qui est assez incohérent. Après, moi, c'est juste, je l'ai lu aussi dans Wikipédia, comme quoi il y avait des critiques qui avaient été sévères en Angleterre, puisque justement, ça jouait pas tout à fait correctement avec ce milieu anglais. C'était pas très authentique. Il y a cette aristocratie qui est beaucoup plus imperméable, qui est peut-être un petit peu caricaturée, qui fait assez nouveau riche des Hamptons, qui fait assez américain dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'être, dans la façon un petit peu chauffe qu'ils peuvent avoir, qui est peut-être pas aussi policé que le seraient des Anglais. Après, je veux dire, pour moi, dans ce genre de film, le lieu en lui-même importe peu. Je trouve que ça ne change pas grand-chose. Ils auraient pu le tourner à Paris aussi, ils auraient pu le tourner à Monaco. Enfin, je m'en branle.
D'accord, tu as de jolis paysages, tu vois des taxis qui sont noirs au lieu de voir des taxis qui sont jaunes, peu importe, en fait. C'est pour ça que je le dis, c'est un peu, c'est parce que je l'ai vu ça dans les critiques, mais c'est un peu, pour moi, c'est la transposition d'un opéra à la réalité. Un opéra, il peut se jouer sur n'importe quelle scène, tant qu'il est joué correctement. On s'en fout après du décor. Le décor, il rend l'endroit joli, mais il ne change rien à l'histoire. Pour moi, le problème, c'est que la manière qu'a de faire les choses Qu'est-ce Woody qu'elle Allen est est typiquement new-yorkaise, en fait. Tu vois, sublime. le choix d'opéra, et notamment des opéras italiens, les opéras italiens dans un contexte british, il y a un truc qui a fait que moi, ça dénotait, en fait. Et c'est pas très grave, mais ça m'a un peu sorti. Alors, moi, c'est aussi le fait de l'avoir vu en anglais, tu vois, et d'avoir vu des gens qui avaient l'accent british et pas l'accent américain. Tu vois aussi, ça donne une certaine teinte à ce que tu regardes, qui fait que si ça n'a pas l'air authentique, tu le ressens peut-être un peu plus fort en VO, quoi. Et je sais pas, moi ça m'a un peu gêné, quoi, ce côté-là. Mais je suis d'accord que la haute société est un peu plus universelle que d'autres domaines, peut-être. La haute société qu'on voit dans le film a pu me faire penser à la haute société genevoise, tu vois. Exactement, moi je trouve que c'est pour ça que ça peut se jouer à peu près partout. Puis après l'opéra, que ce soit en italien, enfin je veux dire, quand après, tu penses opéra, tu après, penses j'ai l'impression italien à la que base. c'est la haute société anglaise, britannique, qui a quand même plus de codes et beaucoup plus, il y a beaucoup plus de traditions autour de cette élite-là. Donc, je sais pas. Sans doute, ouais. Sans doute. Non, mais il pourrait y tu vois, avoir ça aussi à New York, mais je veux dire, ou vieille France. Enfin, c'est ce côté un Oui, peu non, ouais. vieillot, un peu désuet qui peut avoir lieu partout. Vraiment, Après, ils ont gommé non, ça mais pour c'est le vrai que film. les codes en Angleterre sont peut-être plus caricaturaux. Tu vas limite avoir la chasse à cour, quoi. Enfin, dans les clichés qu'on en a, Ouais, en tout tir au cas. pigeon, là. Et je trouve, ouais, Mais en non, ça tout à fait. Puis après, moi, je trouve assez bien, en fait, justement, que ça soit justement la petite américaine qui arrive dans ce milieu londonien. Ça donne un côté, justement, un peu, parce les Anglais trouvent toujours que les Américains sont des beaufs pour eux. Un peu comme les Français avec les Canadiens, d'une certaine manière. On se moque un peu de leur accent, on se moque un peu de leur manque de manière. Et je trouve que ça, pour moi, ça colle bien. Le seul truc absurde que je disais, c'était plutôt qu'est-ce qu'elle vient foutre à Londres si elle veut être actrice, quoi. Bah, si elle voulait être actrice de théâtre, tu vois, mais c'est pas tout à Ça n'a fait pas le l'air genre de d'être le truc où cas. Elle fait des auditions un C'est pas peu clair. En fait, c'est pas du et tout puis clair. non, mais tu castes pas Scarlett Johansson. Enfin, c'est pas le genre de fille comme Scarlett Johansson. C'est pas ça qu'elles font nécessairement. Elle, c'est plutôt une figure de magazine, quoi. C'est une meuf qui a eu énorme succès parce qu'elle est très sexy. Alors c'est une plutôt bonne actrice. D'ailleurs, moi en l'occurrence, je l'ai pas trouvée très bonne dans ce film, mais d'habitude, je trouve que c'est une plutôt bonne actrice. Mais ouais, voilà. Je l'ai trouvée excellente. Mais je trouve, et elle le dit d'ailleurs, elle dit moi je suis la fille sexy, ma sœur c'est une fille belle. Elle reconnaît ce décalage entre ce qu'elle pourrait être avec une beauté classique élégante et elle qui est plutôt la passion et la sexualité. Tu regardes ses lèvres, tu as envie de la baiser, quoi. Mais je voulais dire, l'opéra, en fait, en italien, aurait été plus cohérent à New York parce que New York, mais il me semble que c'est dans un autre de ses films où il utilise déjà pas ça. Le seul autre, je pense, que j'ai vu, c'est le Red Manhattan. Peut-être que je me gourre aussi, on ne sait jamais, hein, parce que maintenant, je me fais plus confiance. Mais il me semble qu'il y a des scènes aussi où il y a de l'opéra et où il fait ressembler New York, et qui transite un peu avec des effets un peu Venise et des trucs comme ça, tu vois. Donc, il y a un peu cette cohérence. Il y a une culture italo-américaine qui est forte à New York, tu vois. À Londres, je sais pas. C'est vrai que des opéras allemands, ça aurait pas du tout donné la même chose, hein, dans ce film. On est tout à fait d'accord. Mais je sais pas. Par contre, l'opéra dans le film rend très bien. Il porte vachement les côtés, la force des scènes, je trouve. Je sais pas si vous voulez en parler un peu plus, Fred. Si mes souvenirs sont bons, mais quand tu as l'opéra d'Othello qui est de Shakespeare, quand il y a la scène du meurtre. Ouais. C'est en italien. Je veux dire, c'était normal de faire de l'opéra à l'époque qui était en italien. C'était la langue des opéras, c'était la langue qu'on chantait. On chantait pas en anglais, c'était vulgaire. Donc ça va encore mieux avec ce côté vieille France d'avoir justement ceux qui peuvent connaître la langue et puis qui chantent dans la langue de l'opéra. Donc c'est tout à fait cohérent, je trouve. Ouais, je sais pas. En fait, si tu veux, c'est ça. C'est que moi, ça m'a frappé en regardant le film que c'était probablement un film qui aurait dû être fait, qui était prévu pour être fait à New York, qu'ils avaient réécrit pour Londres. Et c'est le cas. Donc je sais pas. S'il avait pensé à faire, il n'aurait jamais pensé à faire un film directement à Londres, mais est-ce qu'il aurait pensé à le faire de cette manière? Je sais pas, quoi. Mais généralement, je trouve que c'est plutôt un bon choix, l'opéra pour ce film. Je ne suis pas du tout amateur d'opéra, clairement, mais je trouve que ça va vachement bien dans. Mais je trouve que la musique colle parfaitement.
qu'il y a ce côté drame qui monte et qui monte. Tragédie. Il n'y a pas le côté chiant de l'opéra qu'on trouve un peu trop burlesque. Donc, je trouve avoir ce type de musique pour accompagner quelque chose de plus moderne et de plus réaliste, je trouve que c'est une franche réussite. Je pense que d'avoir mis que de l'opéra, je trouve que c'est une franche réussite. Après, moi, je ne suis pas assez connaisseur et puis je n'ai pas essayé à écouter assez la langue, mais je voyais dans les critiques justement qu'apparemment, ça correspondait aussi, chaque opéra correspondait un peu à ce qui se passait dans la réelle scène. Donc là, justement, il parlait d'Othello. Othello, c'est aussi la même chose. Il y a un meurtre, etc. Tout est cohérent. Après, Alors moi, justement, j'ai vu que ça demande une connaissance en opéra que je n'ai pas. J'ai eu la même chose que toi, mais sauf qu'ils avaient choisi de faire l'inverse pour un des trucs et que c'était ça qui était brillant, c'est que ce qui était chanté ne correspondait pas à ce qu'il y avait à l'image. Là, oui, bon, bah, de toute façon, c'est brillant alors. Mais, ouais, en fait, il y a beaucoup de cet opéra qui aide à donner un peu de poids et à des scènes, en fait, tu as beaucoup de gens, ça pas mal de gens qui marchent. C'est un film où il y a beaucoup de gens qui marchent, en fait, et qui disent rien. Et c'est un peu contemplatif. Et souvent, ça peut être gênant, mais là, l'opéra donne beaucoup de poids à chacun de ces moments-là, je trouve. Et ça rend vachement bien. Et d'ailleurs, toutes ces scènes-là. Vas-y. Pardon. Et c'est ce qui change de Woody Allen d'habitude, c'est que justement, là, il y a des silences, il y a de la contemplation. C'est agréable, on prend le temps. On ressent, tandis que normalement, justement, c'est bavardage, il papote, puis à un moment, tu as envie de dire, surtout quand c'est Woody Allen qui joue, genre, calmos, ça va, on a vu que tu es névrosé, tout doux, mec, laisse vivre un peu le spectateur. Il y a vraiment beaucoup de scènes où il y a des gens qui marchent. Oui, dans les musées. Mais ils sont pas longs ces scènes, non? Non, mais alors, je voulais en parler aussi parce que souvent, c'est accompagné de sortes c'est accompagné, c'est des longs plans un petit peu. C'est pas des plans séquences, mais enfin un petit peu, mais c'est des plans séquences relativement courts. Mais souvent, tu vas suivre un personnage qui rentre dans une pièce, puis tu vas t'écarter pour afficher les autres personnages, puis tu vas te recentrer sur un autre. Ça, je trouvais que c'était vachement bien fait, les mouvements de caméra et la manière dont ça suit les personnages. Mais souvent, ça dure une bonne quinzaine de secondes où s'il n'y avait pas la musique pour la soutenir, il ne se passerait un peu rien à part des mouvements de caméra. Ouais, mais après, de l'appeler contemplatif, je trouve ça un peu... ouais. Non, mais des moments contemplatifs. Des moments, non, c'est loin d'être un film contemplatif. C'est pas Kitano, j'avoue. Ouais. Mais pour rester sur les personnages, justement, pour cette richesse qui veut l'inspirer, etc., je sais pas, moi je l'ai vu en français, honte à moi, hein, j'aurais dû regarder un Woody Allen en anglais, shame, etc. Non, mais c'est bien qu'on ait les deux points de vue, en fait, hein, toujours, moi je trouve. Mais justement, la façon dont ils avaient de parler dans la haute société, avec quoi, après je pense que c'était voulu, mais tu vois, le moment où toujours dire papa au lieu de dire mon père, tu sais, ça reste toujours, ça fait un peu le. Et je trouvais qu'ils étaient un peu. Grand enfant, ouais. Un peu excessifs, gamins. Bon, après, voilà, ça va avec les personnages. Mais dans la traduction, c'était un petit peu énervant parfois. Après, je pense que c'était voulu qu'il soit un petit peu énervant. Mais en tout cas, sa femme, Chloé, elle appelle sa mère Mommy. Donc, c'est vraiment maman, quoi. C'est pas ma mère. Ouais, c'est ça. Et puis, quand elle parle d'elle, aux autres, elle dit Mommy ou Daddy. Je pense, puisqu'ils disent papa et maman aussi. Mais on peut peut-être un peu parler de ce personnage de Chloé qui... Alors, c'est un peu volontaire, mais moi, je la trouve assez insupportable, en fait. Elle n'est pas méchante du tout, hein, mais... Mais toute la famille est insupportable. Mais différemment. Alors, si tu veux, justement... Ça va, le frère, tu peux te marier avec lui, il est plutôt sympa. Ouais, mais il est tellement... En fait, il a vraiment le sourire du connard. Et, il a le sourire du connard avec beaucoup de charme. Du coup, il joue ce personnage un peu péteux très bien, mais c'est vrai que c'est un mec qui t'a envie de mettre des baffes aussi, c'est sûr. Mais, genre Louis. La différence, je trouve, c'est que Chloé, elle a ce côté très... réservée. Et puis, un truc qui me gêne un peu, alors c'est sûrement très volontaire, mais c'est qu'elle est complètement... Elle est pas désœuvrée. Elle a un métier, cette femme. Mais c'est pas clair. Elle travaille dans un musée. On ne sait pas ce qu'elle y fout. Non, elle a ouvert sa galerie grâce à papa. Et puis, elle ne fait pas grand-chose dedans. Si, puisqu'elle cherche, à un moment donné, elle cherche un lieu pour une galerie. Et puis, papa lui a trouvé un truc très bien placé. Et donc, elle se balade dans sa galerie. Et puis, tu vois, d'ailleurs, elle a des goûts moches. Ses tableaux sont moches. Et dans la maison de l'appartement, tu vois que c'est elle qui porte la culotte, vu qu'il y a aussi ses œuvres moches. Dans cet appartement sublime, avec vue sur la Tamise. Mais en fait, ce personnage de Chloé, en fait, c'est juste l'inverse de Nola, en fait, tout simplement. Ils ont juste fait l'opposé à tout point de vue. Puis voilà, une est blonde, l'autre est brune, l'autre est... C'est qu'elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Et comme vous dites, elle est plutôt gentille, elle est plutôt sympathique, mais c'est l'anti-sexualité. C'est la fille la moins horny qu'il puisse avoir. Non, c'est la sécurité. Ma température. L'autre, c'est la sensualité. Mais c'est ça, mais je vais prendre ma température avant qu'on baise. Enfin, je veux dire, c'est presque aussi débandant qu'une capote. Mais sortez couvert. Mais non, baiser. De toute façon, avec les antiviraux, vous pouvez baiser autant que vous voulez, sauf si vous le faites en Afrique. Ah là là, même Pierre, Fred, t'es obligé de faire ce genre de truc à chaque fois. Les jeunes, écoutez Fred.
Oui, mais l'autre particularité, c'est que, enfin, justement, voilà, elle a la personnalité d'une éponge mouillée, mais le truc, c'est tu dis qu'elle porte la culotte, mais c'est simplement parce que notre personnage de Chris est très effacé dans cette manière Il sait pas d'être ce un qu'il veut, le arriviste. gars, quoi. Il sait pas ce qu'il veut. Ben, parce qu'il veut juste avoir des choses, je sais pas. C'est vrai que c'est pas très clair pour nous non plus, d'ailleurs, hein, ce qu'il veut. Et après, c'est un peu assumé dans le film qu'il sait pas ce qu'il veut, mais il a aussi cette manière de dire ça pour pouvoir s'adapter à ce que les autres veulent, tu vois, j'ai l'impression. Parce qu'il a quand même ce côté très, quasi sociopathique, hein, quand même, dans sa manière de faire les choses, quoi. Justement, avec elle qui est de son milieu, il se comporte comme un homme. Quand il a séduit, lui dans son numéro, comme ça, il a une virilité qui s'assume, qui s'affirme. Et c'est uniquement quand tu vas dans ce milieu qui n'est pas qui n'est pas le sien, dans lequel il va absolument faire le mieux possible pour s'intégrer le mieux possible, qu'il devient une sorte de lavette qui s'efface, qui efface toute sa personnalité Non, au mais profit de son cynisme. avec Nola, il est lâche aussi. C'est Gab qui Il est parle à lâche parce lâcheté. qu'il ne le dit pas, mais il est lâche parce qu'il n'ose pas affronter la famille autre. Elle, il ose l'affronter. Elle, il ose aller directement vers lui. Il dit j'ai envie de toi, donne-moi ton comme un numéro, homme, je c'est vais le juste il a une retenir, bite. etc. C'est juste qu'il pense avec sa bite. C'est tout ce qu'il fait par Ouais, rapport à il Nola, pense avec c'est sa penser bite. avec sa bite. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre qu'il a envie de la baiser. Vraiment. Et dans le Oui, film, bien Il sûr. n'a aucun plan, ce gars, en fait. Il n'a absolument aucun plan, quoi. Il vit du moment, puis... Bon, ça dépend. Quand il veut tuer, il a des plans quand même très, très, Oui, très parce bien il élaborés. est pied au mur, là. Il est pied au mur et il ne sait pas quoi faire. Il ne veut pas perdre tout ce côté richesse, enfin, cette famille riche qui le nourrit, finalement, qui le soutient financièrement, etc. Mais finalement, il n'a jamais de plan, ce gars. Il sait pas ce qu'il fait, quoi. Il est un peu là, un peu perdu, comme ça, un peu... C'est un nihiliste. Non, mais je c'est trouve vraiment qu'il y a un peu de ça. ça. En tout cas, le C'est film lui-même totalement est un peu nihiliste. un nihiliste cynique qui veut juste, atteindre ses objectifs, qui ne croit pas du tout au monde. D'ailleurs, il est prêt à Les sacrifier son nihilistes. fils. C'est vrai, comme dans, ouais, dans The Big Lebowski, qui est juste, qui ne croit en rien, qui veut juste croire à son affirmation, à sa position sociale, mais peu importe le moyen, peu importe la façon de faire. Et ça, c'est juste, voilà, c'est juste un sale type. C'est un sale Enfin, type ça qui le n'a type, aucune enfin, conviction. peu importe le moyen, il a quand même mis du temps à... Enfin, il est pas... Putain, Tu parlais de sociopathie, Thomas, mais je pense qu'il n'est pas tant que ça, parce il a Pour moi, c'est pas mal profondément un menteur. hésité avant de passer à l'acte. Et et les encore, Et puis choses même, sont. Voilà. il Et il en ressent souffre. des regrets quand hmm, même. Ouais, ouais. C'est Mais ça. non, Les mais pour choses, moi, même, il a une empathie pour la personne. C'est juste, c'était le seul moyen. Et là, on arrive dans je suis quelque pas chose qui est sûr. plus. le seul Bah, moyen... c'était le Enfin, seul moyen pour lui. Dans sa mentalité, ah c'était le oui, seul moyen. Et son acte était l'affirmation de ce qu'il est. Était, en gros, Mais c'était pour un but. Je dois faire des choses que je regrette, mais pour un but qui est plus important. Et là, c'est le mythe du surhomme. C'est ce qu'il y a justement un autre aspect qu'on pourrait évoquer. C'est justement le mythe du surhomme selon Dostoïevski. Parce que moi, je suis fan de la littérature russe. C'est pour ça que je l'ai vu sous un autre aspect aujourd'hui encore que ce que j'avais vu quand mhm. j'étais plus jeune. On va revenir là-dessus, ouais, parce que moi, c'est vrai que je ne connais pas, mais c'est vrai que c'est à nouveau Wikipédia, merci. Moi, je le trouve sociopathique déjà avant, en fait. Cette manière de, justement, tu le vois au début qu'il lit Dostoïevski, il pose le livre, et puis il va prendre la méthode facile, il va lire l'analyse de Dostoïevski à la place, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. hmm. Et ensuite, il va utiliser ça pour charmer le père, pour lui montrer qu'il a de la profondeur, etc. Donc, pour moi, c'est un menteur patenté avec tout le monde, tout le temps, ce personnage. C'est pas Et c'est pour ça que moi, ça m'a un peu fait penser à American Psycho, dans un sens. Vous Ce voulez qu'on a pas dit juste là. s'intégrer à ce monde-là, peut-être? Et Paraître quelqu'un alors, de tu as une raison cultivé, et pour être puis... à ce point-là malhonnête, quoi. Mais American Il Psycho, il est s'en fout malhonnête de tout le temps avec tout tuer. le monde. Un Hein. vrai sociopathe, c'est justement qui n'est pas capable d'empathie, donc qui s'en fout de tuer. On voit bien quand même sur la dernière Pas scène, nécessairement de tuer, tu as des quand il différents regarde, niveaux, je pense. Et je sais pour moi, il pas, s'en fout un peu de souffrir, de faire souffrir. En vrai. disons qu'il Ils sont... l'accepte comme son châtiment. Et c'est pour ça que là, on vient à Dostoïevski. Si vous l'avez lu, c'est Crime et Châtiment. Dans Crime et Châtiment, c'est exactement ça. Il y a énormément de parallèles qui sont faits. Par exemple, quand il tue la vieille, on peut penser à quand il tue la logeuse. Il y a tous ces parallèles dont on pourra parler parce qu'il faut vraiment développer à ce sujet. C'est très important. Vas-y, moi, je ne l'ai Donc, pas lu, non. et Gab, je ne sais pas, mais... Pareil. Alors, tu as le héros, Raskolnikov, qui justement, c'est pour ça qu'il parle du surhomme selon Dostoïevski, c'est justement quelqu'un qui décide, qui est un nihiliste, et puis qui, pour pouvoir mieux réussir dans sa vie, va se décider de tuer. Il se dit que c'est ce qui va pouvoir aider. Donc, il va chez une femme, il la tue, puis après, il y a sa fille handicapée, il la tue aussi. Il se dit que de toute façon, il en a rien à foutre, il se compare à Napoléon, il se sent hyper fort, etc. Il s'en sent capable. Et au final, après,
eh ben, il va être rattrapé justement par le châtiment après le crime. Et petit à petit, la rédemption, parce que Dostoïevski était quand même très chrétien, donc il y a la rédemption qui va le bouffer. Et là, c'est l'inverse. Là, il ne va jamais avoir cette rédemption. Il ne va jamais être puni. Il ne va jamais avouer son crime. Et le seul moment où tu le vois qu'un peu il y repense, c'est quand il regarde la vue, cette vue sur la Tamise, et puis qu'il a sacrifié son âme en se disant, et son amour, parce qu'il se dit, voilà, j'ai la richesse et cette belle vue. Donc, ces comparaisons-là, il y a pas mal de petits éléments. J'en avais noté quelques-uns qui m'avaient fait penser. Alors, je ne sais plus où c'était. Mais alors, je vais juste compléter un peu ce que tu disais, parce que c'est vrai que j'ai un truc que j'ai vu justement sur Wikipédia, c'est qu'il y avait un auteur qui disait la grosse différence, justement, c'est que c'est un peu inversé le truc, c'est qu'il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de rédemption par l'amour, il n'y a pas de Dieu dans cette histoire-là, contrairement à celle de Dostoïevski. Ce qui, à moins de voir le film justement comme un dialogue avec Dostoïevski, mais pour ça, il faut avoir le background culturel, ce qui est un peu frustrant en soi. Le film en soi n'est pas très satisfaisant d'un point de vue purement narratif, si tu n'es pas en train de faire cette analyse parallèle, on va dire. Je trouve. Ça dépend, parce que si tu penses, par exemple, est-ce que la présence de Dieu, ce ne serait pas le hasard? Et on voit que le hasard est ce qui régit la vie dans ce film, puisque par exemple, dès le début, avec la balle de tennis, mais pas un Dieu comme tombe d'un côté ou une autre. Non, d'accord, mais en tout cas, le côté déterministe, le côté genre, j'ai le libre arbitre total, il n'est pas vraiment là. Donc, il y a un peu cette présence divine, même si lui, il ne la voit pas, même s'il n'est pas châtié par cette présence divine, il est même sauvé, et c'est ce qui est assez particulier. Donc, si on prend un Dieu qui n'est qu'amour, la seule chose qu'il sauve, c'est justement comme cette bague qui tombe du bon côté, qui rebondit, et qu'un clochard ramasse, et qu'il le sauve. Donc, après, alors, dans la vision chrétienne des choses, dans la vision chrétienne des choses, on ne peut pas dire qu'il y a un Dieu. Par contre, il y a en tout cas un hasard qui nous oblige à régir tout ça. En tout cas, qui a une influence, justement. Il y a même ce dialogue à un moment dans le film où il dit de plus en plus, les scientifiques croient que notre monde est dû juste à un grand hasard, etc. etc. Donc oui, ça, il ne se gêne pas trop de le dire, mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'un point de vue narratif, tu vois? Moi, je trouve que le hasard, surtout ton personnage principal qui se sort de la merde à cause d'un hasard, c'est une erreur d'écriture. Si tu essaies d'écrire quelque chose de narrativement classique, on va dire, qui va pouvoir être apprécié par n'importe qui et qui n'aura pas besoin d'être vu dans le prisme d'un dialogue avec une autre œuvre. C'est quand même ça, ce film, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'est passé un peu à côté, quoi, j'avoue. Le fait qu'il soit innocenté par le hasard? Non, le fait que ça se soit justifié parce qu'il voulait parler de crime et châtiment. Parce que sinon, c'est juste un truc un peu con dans un film, quoi. Je veux dire, ça reste cohérent par rapport à l'histoire, non? Je sais pas. Enfin, parce que tout ça ne peut pas être cohérent par rapport à l'histoire, parce que le hasard, c'est incohérent. C'est ça le problème, tu vois. C'est que tu peux pas faire une cohérence là-dessus. Après, c'est cohérent par rapport au thème que le film explore. Ça, je suis d'accord. Ouais, je sais pas. Mais c'est gênant. C'est gênant, carrément. Il y a ce côté où justement on ne contrôle rien, et c'est ce qui se passe quand même, où justement, c'est pour ça que je parlais du surhomme chez Dostoïevski. Le principe du surhomme chez Dostoïevski, c'est pour être un homme qui veut régir sa propre vie pour se sentir plus puissant. Parce qu'il se compare aux grands hommes, il se compare à Napoléon, et puis il estime qu'en gros, je vais être plus comme ces hommes-là qui régissent, qui font tout ce qu'ils veulent de leur vie et qui ont cette toute puissance. Et c'est normalement, c'est ça, c'est ce mythe du surhomme s'effondre toujours parce qu'il est rattrapé par la justice divine, par le fait que nous ne sommes que des pions dans un monde de qui. Et c'est ça que je dis. Donc ça, c'est quand même plutôt bien foutu. J'entends, Fred. C'est pour ça que je dis que c'est cohérent thématiquement. Mais ça n'a pas nécessairement... Enfin, si tu veux, d'un point de vue purement entertainment, d'un point de vue purement divertissement, pour moi, c'est pas comme ça qu'on raconte une histoire. C'est uniquement... Je trouve ça uniquement intéressant d'un point de vue méta. Et encore, je trouve pas ça très passionnant d'un point de vue méta. Mais ça, c'est mon point de vue. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus, quoi. Gab, en tout cas, j'ai bien aimé, en tout cas, enfin, cette approche-là, justement, que le hasard a fait changer le cours de l'histoire du film, quoi. Je trouve ça cool, enfin, perso. J'ai bien aimé cette fin de film. Et que c'est justement je sais pas, en fait, cette scène, justement, de la bague, un peu cette ambiguïté, en fait. Parce que, parce que de toute façon, il faut qu'on parle par-dessus. Hein, donc. Ouais. Du coup, ouais. Non, mais cette ambiguïté de cette scène-là, par exemple, j'ai bien aimé. Ok. Ouais, voilà, moi, j'ai trouvé joli, par contre. Comme beaucoup de choses dans ce film, je trouve visuellement magnifique, quoi. Je veux dire, voilà, c'est Woody Allen, il sait ce qu'il fait. Hein. C'est un pro, quoi. C'est ça. Puis c'est pour ça que moi, je disais, je trouve Londres aussi, la ville est bien faite.
Je trouve que même les acteurs sont beaux de manière générale. Ça vole bien. Il y a une belle image. Même le temps, tu as l'impression qu'ils ont attendu qu'ils fassent les jours parfaits pour qu'ils puissent tourner. C'est élégant. Il y a une élégance il fait toujours beau à Londres, c'est amusé, quoi. Ouais. En vrai, à Londres, il fait plus beau que beaucoup d'autres endroits en Angleterre, quoi. Mais ouais, donc voilà, ce truc-là, tu peux arrêter parce que sinon on va se faire taper par YouTube. Mais ouais, ce truc, cette scène-là notamment, elle marche bien. Puis elle a justement, grâce à la musique, à nouveau grâce à l'opéra, elle a cette lourdeur de sens qui marche assez bien, quoi. Mais juste, voilà, je dis au niveau d'une trame, d'un thriller, ça me gêne. Mais au niveau d'un point de vue philosophique, c'est cohérent et c'est plutôt joliment fait. C'est relativement adroit, on va dire. Mais ça me... Voilà. Après, pour moi, c'est pas vraiment un thriller non plus, quoi. Je veux dire, c'est plus ça dépend des moments du film. Le thriller, il arrive juste les 15 dernières minutes du film, quoi. Donc, alors voilà, c'est ça qu'on parlait un peu avant le début de l'émission, c'est que moi, c'est pas un milieu nécessairement qui me parle beaucoup. Du coup, la première heure et demie, j'ai trouvé vachement long et assez chiant. Bah, tu vois, moi, quand j'ai pris mes notes, j'ai noté Jane Austen, tu vois. Parce que ça se passe en Angleterre aussi, mais ce genre de choses, tu vois, Pride et Préjudice, tu vois, ça m'emmerde ce genre d'histoire d'amoureux et de jaloux entre riches qui justement ont des aspirations et la de devoir paraître à tout prix, tu vois. Ça m'emmerde un peu. Du coup, je me suis un peu emmerdé. Et la partie thriller de la fin du film, justement, j'ai trouvé vachement plus fun. Mais ça, c'est clairement le côté opéra. C'est justement, tu as une montée en puissance, tu as les intrigues qui se dévoilent, qui commencent et qui petit à petit ensuite explosent. Et puis, tu as cette apothéose à la fin. Je pense que c'est ce qui est voulu. C'est le drame qui se met en place. Donc, chaque élément. Après, moi, l'ayant vu en deuxième fois, justement, je n'avais pas réalisé tous les éléments en fait, où on voit tout ce qu'il prépare son meurtre, quand il prend le fusil, etc. Puis qu'on voit à quelle heure tu reviens. Il lui parle comme s'il lui parlait par amour, alors qu'il sait que c'est juste pour pouvoir la tuer à ce moment-là. Il a le truc avec les balles. Il y a tout qui est organisé de manière de façon très psychopathe. Mais ce qui est très différent, c'est que moi, je ne trouve pas qu'il ait justement ce côté psychopathe, parce que c'est ce qui est particulier et ce qui est très réussi dans ce film, c'est que ce n'est pas juste quelqu'un qui tue par cynisme. Tu as l'impression qu'en faisant ça, il accomplit le bien et qu'il est persuadé qu'il accomplit le bien en faisant ça. Qu'il a une cause, lui-même. Mais ouais. Il l'a fait pour personne d'autre. Il ne l'a pas fait pas pour Chloé. Hein. Faut pas se foutre de ma gueule, quoi. Et déjà, même pourquoi il se met avec cette Chloé, à part pour le fric, pour rien. Il y a rien qui dirige ses actions à part lui-même. D'ailleurs, même cette scène, alors, elles reviennent en fantôme quand même. Hein. Elles reviennent en fantôme de culpabilité, Nola et la logeuse. Alors, je ne sais pas s'il y a ça dans Dostoïevski, mais là, je trouvais que ça faisait un petit peu lourd, quoi. Et puis, c'est à nouveau, c'est se sentir coupable d'avoir fait un acte pas bon, pas d'avoir supprimé la vie de la logeuse ou de Nola, parce que c'est des personnages qu'on connaît quasiment pas, puisque tout ce qu'on voit dans le film, c'est par le prisme de Chris, en fait. Donc, c'est assez particulier, je trouve. Moi, il me semble pas, je trouve justement, ça vient à ce que je disais, quand on voit qu'il parle avec les deux, il essaie de leur expliquer, en étant très convaincu, que c'est justement pour une cause plus grande, qu'en fait, quand il l'a tué, c'était justement pour protéger son autre enfant, que le fait de tuer son enfant, c'était l'empêcher d'avoir un avenir qui était difficile. Alors après, on est d'accord, c'est extrêmement malsain comme forme de pensée, mais moi, j'ai l'impression qu'il a l'air convaincu de ce qu'il dit et qu'il n'est pas genre juste dans un je m'en foutisme et dans un égoïsme total. Il est juste fou. Il est pris de folie. Après, est-ce qu'il est vraiment fou? Je ne sais pas. Quand même, tout ça, il le fait parce qu'il a envie de baiser, quoi. Je veux dire, c'est pas... Il peut s'inventer des motivations autres, hein. C'est juste parce qu'il la trouve bonne, quoi. D'ailleurs, lui, il parle d'amour, il ne sait pas de quoi il parle, enfin, clairement, quoi. Parce que tout ce qu'il fait avec elle, c'est baiser dans ce qu'on voit dans le film, donc voilà, et c'est peut-être volontaire. Dans son appartement. C'est pas de l'amour, c'est du désir. Ouais, c'est ça, alors qu'il parle de différence entre amour et désir, justement, et lust. Et je vois pas nécessairement de quoi il parle parce que sa femme, il l'aime pas non plus. Donc, voilà. Et puis, il y a l'autre chose qui me gêne, c'est que justement, c'est ce personnage qui vient de ce milieu pauvre et on a très peu de choses sur son background qui est irlandais d'ailleurs, à la base. Parce que moi, c'est en revoyant la deuxième fois que j'étais ah, ok, parce que ça vient une ou deux fois en fait. Et dont le père est catholique, super croyant parce qu'il a perdu ses jambes à force de travailler sur un truc de pétrole, ce qui fait beaucoup rire Tom et Chloé et tout le monde. C'est pas une vanne, ça, ou c'était premier degré? Je ne sais pas, quand il parle de son CV, ça n'a pas l'air d'être très pétrole. Ils ont plutôt l'air d'être chaque fois dans des endroits de riches et puis où il a fait du tennis pour des gens riches.
Tu as l'impression qu'il a Non, il toujours fait parle ça. du fait qu'il est pauvre. Alors, Ouais, il parle du est fait censé qu'il est pauvre. il est censé il est censé être un pauvre. Oui, Et je il trouve est que ça censé être ressort pauvre, puis pas. après, il a fait du bon tennis, puis après, c'est pour ça qu'il a appris Il a avec. lavé des Parce que, voitures de riches, etc. Il a lavé une voilà, Aston il a Martin. toujours été Il a pas dans de- l'ombre de la richesse, comme si c'était son Mmh. étoile et qu'il voulait absolument atteindre en permanence, depuis toujours. Absolument, mais je trouve qu'on n'a pas assez de son background de pauvre. Tu vois, on aurait pu voir ses parents à un moment. On voit énormément les parents Hewitt qui essaient dont il essaie de devenir un peu le fils adoptif, hein, dans un sens. Donc c'est peut-être un peu logique qu'on les voit plus, mais je trouve que Peut-être ça qu'il aurait pu voulait apporter dire, un peu de richesse. peut-être ce film voulait dire qu'il a commencé à exister en côtoyant cette famille. D'une certaine manière, peut-être. Mais c'est là où je dis que les aspirations des personnages de ce film, du coup, ne me touchent pas assez. C'est pas un film, c'est pas mon milieu, tu vois, suffisamment d'un côté, ça affecte. J'accrochais à assez peu des personnages, quoi, finalement. Et Scarlett, vraiment, j'ai trouvé même qu'elle marchait mal, quoi, dans ce film. C'est abusé, ça. Je veux dire, tu vois, comme quoi il y a pas mal de scènes où il marche pour que j'ai pu me penser ça. Mais même, je l'ai trouvée alors, très séduisante parce qu'elle est très bien là-dedans. Et j'ai trouvé bien dans plein d'autres rôles. Mais est-ce que je me souviens mal de quand elle était jeune? Est-ce qu'elle jouait comme ça quand elle était jeune, Gab? Ou est-ce que toi, tu as pensé quoi de sa performance? Non, ça va, moi j'ai trouvé bien. Elle n'a pas eu un Oscar de la meilleure actrice, d'ailleurs, ou un truc du genre? Ça, je Pas sais pour pas. celui-là, non. C'est Elle que a été certains. nominée genre au Golden Globe. Ok, bon, Au bah, c'est que Golden certaines Globe, je sais personnes pas quoi. pensaient qu'elle jouait quand même pas trop mal. Moi, Certaines personnes ont toujours tort, hein. Non, en tout cas, moi, je trouve qu'elle jouait plutôt bien. Moi, j'ai plus de peine avec le jeu de l'acteur principal. De Jonathan Rhys-Meyers, ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé. Il me gênait au début, mais je trouve qu'il correspond bien à ce mec froid. Mais par contre, il a un peu trop une tête de mannequin pour caleçon, quoi, tu vois. C'est vrai que des fois, il sortait dans des magasins d'habits, là, en mode défilé, quoi. Défilé, le gars. Mais il n'a pas un regard idiot. Ça va, ouais. Non, je trouve Donc, qu'il est. je trouve qu'il Au joue final, bien, je le il trouve joue assez bien bien dans ce rôle. Ouais, mais Voilà, tu vois, le un peu petit. mono-expressif. On va jamais Oui. rire, on va jamais pleurer. Il a aucune expression. Enfin, il est Mais toujours c'est parce que tout est contrôlé. Je pense que c'est voulu, c'est montrer à peut-être, non, quelqu'un sûrement, qui Il est contrôle constipé tout en un peu, ouais. permanence. Et sûrement, constipé, mais ouais, bien au bout sûr. d'un moment, c'est un peu chiant, quoi. Le mec, il est très dans le contrôle, comme tu viens de le dire, quoi. Regarde Ouais, sa tête, il est bah ouais, mais constipé. là, il fait. Bon, là, c'est vrai qu'il fait le playboy, là, ouais. C'est un shooting, là. Hein. C'est un shooting. Mais moi, j'aime bien ça. J'avoue. Moi, ça m'a fait penser à Largo Winch, tu vois, une couverture de Largo Winch, par exemple, genre d'image. Et Mais, encore un tableau moche derrière, vu qu'elle a toujours des tableaux moches. c'est dommage qu'il n'y ait pas Pierre, j'aurais aimé lui demander s'il pense qu'elle aurait acheté ses tableaux. Justement, sans attaque à Pierre, c'est juste, voilà, ça m'aurait fait rire de poser la question. Ouais, tu parlais du fait qu'il n'y a pas d'humour. Moi, c'est vrai que ça me manque, parce que c'est un truc que j'aime bien chez Woody Allen. Non, c'est même un des trucs que j'aime le plus chez Woody Allen. Son côté nombriliste, psychanalytique, tromperie avec des femmes, bite au front, je peux m'en passer. Enfin, je peux m'en passer, ça va, ça fait partie du truc, mais l'humour, c'est vraiment ce que je préfère chez Woody Allen, personnellement. Donc, c'est vraiment, ça m'a Je manqué. t'en choisirai un autre et qui est bien meilleur dans l'humour pour la prochaine fois. Parce que justement, là, c'était pour prendre un contre-pied à ce qui est l'habitude de Woody Allen. Non, mais voilà. Et toi, Gab, tu le préfères comme ça ou tu le préfères d'habitude, Woody? C'est vrai que je connais pas très bien Woody, mais moi j'aime bien les deux en fait. J'ai bien aimé les deux films, enfin, les deux aspects. Pourquoi pas quoi. Ok. Après, je peux comprendre qu'il ait voulu changer, qu'il a voulu essayer autre chose. Après, je sais pas si c'était voulu ou pas non plus. Enfin, je sais pas. Vu que le projet initial c'était qu'il devait se faire à New York. Après, je sais pas comment ça s'est fait en fait. Je sais pas si c'était voulu ou si c'était un changement de dernière minute. Il s'est dit ah non, on va faire d'humour et surtout aussi souvent dans ses films quand il joue, il joue son propre rôle dans ses films. Et Du sinon, coup, il y a, obligé de faire il y a plein de un, petites il y a un blagues acteur parce qui que joue son rôle à lui. Et là, dans ce film-là, il n'y a pas un acteur qui joue son rôle à lui. Donc, ouais, je sais pas. Pourquoi pas. Hein. Non, mais ça, en tout cas, ça n'a je te dis, ça m'a pas. manqué. Ouais, non, ça. Surtout qu'il a un humour qui correspond assez bien avec. C'est un des trucs qu'il fait qui correspond assez bien à C'est l'humour très british, british. je trouve. Ouais, voilà. Moi, justement, j'ai un bouquin de citations d'humour anglo-saxon où tu as genre 4 ou 5 de Woody Allen et du coup, je vais vous en sortir une. Ouais, avec plaisir. La contraception orale, c'est terrible. J'ai demandé à une fille de coucher avec moi, elle m'a répondu non. Voilà, ce genre d'humour de Woody Allen. Mais ouais, il a ce côté se moquer de lui-même, etc., que je trouve toujours assez sympa. Et puis ouais, en fait, si tu veux, l'avantage que ça a, c'est que du coup, là, on a un personnage principal qu'on découvre par ses actions plus que par rapport à. Parce que Woody Allen est tout le temps en train de parler, son personnage self-insert qui a d'habitude, tu vois, il est tout le temps en train de parler avec d'autres gens et de leur expliquer pourquoi ça ne va pas dans sa tête. Alors que là, on est un peu plus détaché, tu vois, de ça. Et c'est vrai que c'était assez intéressant comme truc, par contre, comme choix, je trouve. Je sais pas, encore une fois, moi, je le vois comme un opéra. Un opéra, il n'y a pas d'humour, tu vois.
Alors après, pour moi, c'était un opéra en pas chiant. Et c'était pour ça que j'ai adoré, parce que l'opéra, c'est toujours un peu chiant. Ben, moi, j'ai trouvé un peu chiant. Et j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de dialogues, pas mal de scènes où tu as des gens assis qui parlent en buvant du thé. D'ailleurs, c'est tous des vieux dans ce film. Ils ont 25 ans, mais ils sont vieux tous. C'est abusé, quoi. Il y a Ils sont de personne la qui a... haute, hein. Ouais, mais il y a personne. Alors, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais il y a personne qui a un loisir un peu de jeune, tu vois. Ils sont tous en train d'aller au théâtre, Bal au cinéma, trap. à l'opéra. Hein? Ils font du bal trap. Du baltrin. Tire au pigeon, là? Ah, ouais, grave, c'est un truc de jeune. Bien sûr, ouais. Ouais, tout jeune se reconnaît avec une carabine maintenant. Mais du coup, voilà, tu vois, il y a un concept qui est le fish out of water, tu vois, le personnage qui est un poisson qui est hors de l'eau et qui, du coup, a du mal à s'en sortir. Et c'est un truc qui est commun en fiction. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup ce système-là parce que tout le monde se comporte comme des vieux, un peu, dans ce film, parce que c'est écrit par un vieux. Et je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que Woody Allen, j'aime bien quand il s'écrit lui-même, parce qu'il se connaît très bien. Et il m'a donné l'impression de ne pas nécessairement connaître un jeune pauvre British, quoi. Mais... Mais voilà, il y a quand même des côtés fun, mais ouais, Bah, j'ai moi, pas je pense accroché. que ça redonnait un côté un peu trop burlesque si justement il y avait ce côté genre trop décalé. C'est justement, ils essaient d'en faire quelqu'un, un être intelligent qui sait s'adapter. T'aurais pas Et puis voulu donc, Paul Walker de Fast and Furious qui débarque. Ça aurait été trop non, mais rigolo. ouais, mais voilà, mais, enfin, ouais, alors c'est pas une comédie, quoi. Donc évidemment, Non, non, mais c'est un peu différent. Là, tu as un personnage qui doit jouer un peu bien le personnage insinué. Autrement, c'est très difficile de garder ça. Autrement, il est vite ridicule. Et puis, s'il est ridicule, on n'y croit plus une seconde. Là, potentiellement, on peut en croire. Tout est crédible. Tout est plutôt bien fait. Je dis, à part l'exagération de ce côté bourgeois qui est un petit peu gênante. Puis là, tu dis alors qu'ils ont que des passions de vieux. Mais je pense que ça, c'est aussi lié à ce milieu-là. Mais autrement, non, je mais trouve lui-même ça qui ne vient réussi. pas de ce milieu, sa passion, c'est l'opéra, c'est le tennis, c'est Mais ça qui est particulier. Mais qui te dit que c'est pas des passions qu'il a choisies pour pouvoir s'intégrer dans le milieu? On ne sait pas Je pense vraiment que c'est ça. ça, hein. Il Puisque voulait comme tu le dis, s'intégrer même pour la absolument. littérature, quand il dit et c'est vrai que c'est par Dostoïevski, l'opéra il qu'il intègre la regarde, famille d'ailleurs. c'est par l'opéra, donc tu sais pas s'il a juste suivi que c'était un des plus gros donateurs de l'opéra, donc il se dit ah bah voilà je vais dire que j'aime ça parce qu'ils aiment ça aussi. Quand tu dis qu'il lit le bouquin, bah après en fait tu vois qu'il lit un peu Dostoïevski pour les nuls. C'est aussi peut-être un tricheur. C'est le mec qui veut absolument tout et puis qui va tout faire en sorte, tout Il mettre prend en des place raccourcis. pour que ça soit crédible. Voilà exactement. Nihiliste. Prêt à tout pour Un réussir. nihiliste, exactement. C'est ce qu'il veut. Il veut tout. Il veut tout. Il n'est pas capable de renoncer parce que le fait même de renoncer, ça voudrait dire de faire un choix même. Ce serait renoncer et donc c'est une perte de puissance. Et lui, il veut Je trouve que sa absolument motivation n'est pas l'absolu. très bien établi non plus, tu vois. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi il est autant accroché à cette vie de réussite. Peut-être, ouais, comme tu dis, parce qu'il est nihiliste, parce que pour moi, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui lui plaît dans cette vie. Il n'aime pas le boulot qu'il bosse, il n'aime pas sa femme. Peut-être qu'il aime Bah, il le bien... dit à son pote, il aime son statut. Quand il dit qu'il veut larguer sa Ouais, mais femme pour moi, je aller, trouvais pas ça hyper crédible, parce que il y a quoi qui lui apporte quoi son statut, à part d'avoir un voiturier, quoi. Enfin, d'avoir un voiturier, d'avoir un chauffeur, je veux dire. Dans ce qu'on voit dans le film, il n'apporte pas des choses qu'on le voit apprécier. Bah, peut-être aller à l'opéra, je ne sais pas. Mais il l'a vu, tu vois, il aime bien la vue de son appart. Je crois qu'il dit à son pote là qui est au moins avec. non, il a peur des hauteurs en plus. Non, mais je crois qu'il dit à son pote quand il parle avec son pote, le seul truc qu'il dit, je crois que je me souviens bien, c'est qu'au moins avec cette famille riche, au moins il a un futur, tandis qu'avec Nola, il n'a rien du tout. C'est ça. Alors, c'est un peu ça, c'est un choix. Un choix très anti-romantique de considérer que si tu n'as pas un futur de riche, tu n'as pas de futur. Mais je vais faire quoi? Je vais faire quoi comme boulot? Bah, c'est ça qui est une de ses arguments. Que ça. Enfin, je suis habitué à Macron, tu vois, traverse la rue, quoi. Bah, il est complètement cynique, mais c'est quand même un peu ce que la plupart des gens de notre société vivent. C'est le statut uniquement, et c'est ce statut qui déterminera ce que tu es dans la vie et ta place. Donc moi, je trouve ça très juste. C'est du pognon. Je sais pas à quel point c'est vrai. Une image. Bah, presque tout le monde, presque tous les gens, quand tu discutes avec eux, ceux qui ils essayent d'avoir leur réussite sociale. Ils veulent de l'argent. Et pas que ça. Pas au point de tuer une femme qui porte ton enfant. Parce que ça arrive, hein, bien sûr. Ça arrive dans la réalité aussi. Hein, ce genre de choses. Des mecs qui ont buté leur maîtresse pour pas se faire découvrir par leur femme qui avait sûrement marié dans une famille riche. C'est garanti que c'est arrivé dans la vie réelle. Mais je sais pas, ça m'a... Je sais pas. Convaincu, quoi. Bah, on n'a pas assez de background sur qui il est pour que je puisse me dire ah ok, je comprends ça, c'est sûr, comme ça. Je pense, là où et Nola encore plus, quoi. Nola, je trouve qu'elle a aucune cohérence dans ses actions quasiment, quoi. On sait rien d'elle non plus, hein.
Ben, à part qu'elle a envie de baiser machin, et puis c'est une actrice qui n'arrive pas à trouver de boulot. Si c'est une pauvre actrice qui vient de Boulder, Colorado, non mais tu n'as pas besoin de name drop le truc, quoi. C'est bon, quoi. En plus, c'est pas crédible. Elle fait, je trouve qu'elle fait pas campagnarde américaine en plus. Elle fait quelqu'un qui vient de cette société-là un peu aussi. Alors, peut-être qu'elle s'intègre très bien et qu'elle a du coup, elle est très adaptable, très charismatique. Ça, c'est aussi possible. Elle a quand même joué plusieurs fois la campagnarde, donc. Ouais, mais peut-être qu'elle est plus crédible dans d'autres films dans ce rôle-là, je sais pas. Mais ouais. Voyons voir. Ouais, alors au début, justement, j'avais peur. Au bout d'une heure et demie, moi, je me suis dit, bon, ben, au moins, si tu es sa femme ou si tu es quelqu'un, je pourrais comprendre pourquoi j'ai trouvé ça aussi suffocant. Pour moi, c'était logique qu'il tue sa femme parce que j'avais trouvé le milieu des riches très suffocant pour lui, en fait. Pour moi, la logique, c'est qu'il avait besoin d'en sortir. Et c'est pas ce qu'il a fait. Il a décidé d'y rester. Mais du coup, j'étais quand même content qu'il tue quelqu'un. Parce que sinon, on s'emmerdait, quoi. Mais, parce que c'est quand il fait enfin un choix, mais je suis d'accord. On aurait tous voulu qu'il se débarrasse qu'il a su son amour. C'est dans n'importe quelle comédie à l'eau de rose américaine, et bien évidemment, il irait suivre son amour passionné et puis il laisserait cette famille de connards, etc. On est tout à fait d'accord. Mais là, je trouve ça plus réaliste. C'est peut-être plus justement ce que je disais, le personnage qui fait tout, qui veut refuser tout le choix jusqu'au bout, et puis après, peu importe le choix qu'il fait, ça lui rendra sa vie insupportable. Et puis donc le fait même de faire un choix rend ta vie insupportable. C'est aussi ça, être un homme. Mais du coup, ouais, parce que c'est vrai que c'est un personnage très lâche, vraiment. C'était quoi l'autre mot que tu avais utilisé, Gabriel, à part lâcheté? Classe. Classe. Ils ont classe sociale. Ok. Parce qu'en soi, ouais, voilà, visuellement, je trouve que. Et puis il est très classe, l'acteur principal. Ouais, c'est ça, le film, il a la classe. Enfin, le film, l'acteur, ça va, mais le film, il a quand même assez la classe au niveau de. Alors, j'ai le niveau des settings. Là, tu vois, tu as ce côté un petit peu Fish Out of Water dont je parlais tout à l'heure. Il est un peu perdu dans une grande bibliothèque, tu vois. Tu le sens qu'il n'est pas dans son milieu, dans cette scène-là. Mais c'est très peu, il y a très peu de genre de. Mais tu vois en même temps que ça l'émerveille au plus haut point. Et qu'il vit un rêve. C'est ça qui est particulier. Tu vois que c'est nouveau, mais tu sens qu'il en rêve. Peut-être justement, j'accroche pas assez à ce rêve, quoi. Mais tu as plein de plans assez cool. Là, ils prennent la sauce en vrai. Ils se sont tellement trempés dans cette scène, quoi. J'espère qu'ils l'ont pas fait genre 5-6 fois parce que. Sinon, je comprends pourquoi elle marchait bizarrement à la fin, quoi. Franchement, quoi. C'est l'opposition entre la chaleur douillette de cette bibliothèque, mais qui reste assez froide, dans laquelle il est seul. Et puis là, justement, la sensualité sous la pluie, avec rien, avec aucune maison, aucun confort, mais dans lequel il vit sa plus belle vie. Et c'est justement, c'est chaque fois ce tiraillement entre les deux. Et je crois que c'est la seule scène de pluie en Angleterre dans ce film, quoi. Enfin, c'est vrai. C'est fou, quoi. C'est tellement pas réaliste. C'est toujours plutôt beau. Pas réaliste du tout. Ouais, on a ces longues scènes, justement. Là, on a aussi quelques utilisations de miroirs qui rendent assez sympa dans les scènes. Pour ça, je dis que c'est des vieux, tu vois. Ils prennent un week-end et ils vont s'asseoir sur des chaises en osier pour boire du thé. Je sais pas. Même des jeunes de la haute. Tu fais quoi avec tes parents? Tu vas en boîte? Mais il n'y a pas leurs parents, là. Tu vois leurs parents, toi, là? Mais tu sais pas ce qu'il y a dans le thé aussi. Ah, c'est pas faux, ça. C'est vrai. Et voilà, il y a aussi les jeux de lumière sont vachement cool aussi. C'est vrai que on n'a pas parlé, mais l'éclairage, enfin, tout est vachement propre. Et c'est vrai que c'est un truc dont moi je parle assez mal, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Louis. Mais c'est vrai que je le trouve super propre et super bien réalisé tout le long. Là, je sais pas pourquoi j'ai pensé à des arches de pont, ça m'a fait penser à Pasolini. Je pense parce qu'il y a quelques scènes comme ça dans Katona. Et juste à côté, il y avait un Banksy. Alors, je n'étais pas dans l'image, mais ils ont osé mettre un Banksy comme ça. La fille avec son ballon, là. J'avais pas vu qu'en plus, sur le pont, là, on voit le A de Anarchiste, qui était marrant. Et moi, justement, l'autre côté où j'ai trouvé cool un peu thriller, c'était... En fait, moi j'ai vu, à la fin du film, je me suis dit, mais tiens, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça pourrait être ce qui se passe au début d'un Colombo, tu sais. Toute cette histoire de riche, avec un mec super égoïste qui tue quelqu'un et qui fait une ou deux erreurs, et puis tu as les flics qui débarquent. Donc voilà, moi, vu sous cet angle, ça m'a plus plu. Mais du coup, moi, j'aime bien Colombo. J'aime l'histoire qu'il y a avant. Ça aurait pu ne pas faire 1h30, mais c'est un angle que j'ai assez apprécié. Je sais pas, toi, il y a des acteurs anglais, le flic, ce qui est drôle, comment il s'appelle, le blond, mais je l'ai déjà vu dans un film, il est assez marrant. Comme il y a un moment aussi, un mec qui dit... Spotting. Ouais, c'est ça, exactement. Snatch aussi. Snatch aussi.
Bon, bah, ça, en tout cas, c'est un anglais cool qu'on aime bien voir dans les films. Et il y a aussi même à un moment donné, j'ai trouvé drôle, tu as un roux qui arrive et puis qui dit, oui, je t'ai vu dans tel quartier, qui est le quartier justement où il y a la blonde. Et puis c'est un des frères Weasley de Harry Potter. C'est Ça m'a sûr. amusé. Ah, Oui, mais c'est pas les plus connus, c'est je un crois que c'est autre. Percy Weasley. Percy Weasley. Ah ouais? Oui, non, c'est pas Ron. C'est vrai que c'est toi C'est le grand Percy. fan d'Harry Potter, donc. Ah non, c'est pas Absolument. Ron. Ah merde, merde. Non, C'est sûr que c'est pas pas un des Ron. jumeaux aussi. Non, c'est Percy, je crois. Mais je vois, c'est soit un des jumeaux, soit Percy. Ok. Non, mais on te croit, c'est toi le spécialiste. Ouais, faut peut-être pas me Ah, donner un tel statut, hein, mais. Mais oui, j'aime bien Harry Potter. Ouais. Là, Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de voir des Anglais. Le truc que je trouve marrant aussi, c'est que quand l'inspecteur il se réveille en pleine nuit, puis j'ai trouvé, je sais qui l'a Ouais. tué. Ça Mais fait en fait, marrer. ouais, mais moi, alors, c'est rigolo, mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il redit la même chose qu'il avait déjà pensé la veille, en fait. Qu'il avait déjà dit la veille. Donc, tu es là, il n'y a rien qui t'est venu. Tu as juste décidé que Oui, ton mais intuition était bonne. La Quoi. veille, Ouais, il avait un doute, et là, il a la certitude. La veille, il n'avait pas relié tous les Mm. trucs. Il n'avait pas relié tous les. Il a pas fait le cheminement, en fait. Comment et le pourquoi. Et là, il avait réussi en fait, à avoir toute la vue d'ensemble. Il avait fait les liens entre C'est ça, ouais. Tu entre vois, les épingles sur son tableau en avec liège. les fils rouges, là, avec les fils rouges et les photos, tu sais. Hop. Exact. C'est ça. Ben ouais, moi, tu vois, c'est vrai que c'est un truc que je trouve satisfaisant. C'est pour ça que je disais que, justement, dans un épisode de Columbo, tu as vachement de ça. Tu sais qui a fait le crime au début. Toujours un riche, hein, quasiment. Et tu as cette manière d'essayer de voir comment les trucs vont être reliés. Et puis là, le fait qu'il n'arrive pas à le relier, je pense que c'est aussi ça qui m'a frustré, tu vois. J'avoue que le côté enquête aurait pu m'intéresser plus. Et c'est ce que j'appréciais presque plus, c'était de voir ça comme background d'une enquête. Mais comme le mec s'en sort par de la pure chance, voilà. Surtout que Colombo, moi, je me dis qu'il aurait, pour moi, il aurait interrogé la collègue qui lui a demandé, c'est lui qui a appelé. Donc elle savait très bien qu'elle allait voir machin à ce moment-là quand elle s'est fait tuer. Tu vois, il aurait pu se faire avoir, comme elle le dit. Hein, tu t'es comporté d'une manière où tu avais presque envie de te faire choper. Il a juste eu de la chance. Donc ça, c'est assez clever, mais ça me C'est gêne pas un peu, quoi, thriller, qu'il c'est s'en une sorte pas de tragédie, chance. quoi. C'est une tragédie, ouais. Un opéra. Une tragédie, il s'en sort bien, quoi. Hein. Oui, mais enfin, il y Tragédie a des nihiliste, morts, il y quoi. a un truc comme c'est tragique, quoi. Bah non, c'est Ouais, mais on justement s'en fout. ouais, c'est immoral, mais peut-être pas Ouais, nihiliste, peut-être c'est justement. plus. Peut-être c'est plus juste de le voir comme ça, ouais. Mais du coup, ouais, voilà, moi, ça m'a donné quand même, justement, toute cette première heure et demie, m'a plus fait penser à une telenovela, quoi. Et j'avais pris dans mes notes telenovela filmée comme Le Parrain, parce que je le trouve vachement bien filmé, mais beaucoup de. Après, voilà, hein, toi, c'est un truc qui te parle d'habitude, Fred, les trucs, justement, de séduction dans la haute, ou bien. Non, pas spécialement. Tu vois, je vais pas regarder. Il y a les séries avec genre, il y a une série qui était sur Netflix, une série un peu pour vieille avec dans un Downton château et puis il y Abbey. a plein d'intrigues. Voilà, Downton Abbey, c'est pas du tout ma came. Je m'emmerde profondément, mais là, je l'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus profond. Et c'est pour ça que quand tu avais marqué telenovela, je trouvais qu'on était quand même loin de la telenovela. Hein. Enfin, Non, mais dans ce truc de. Oh, il a couché avec sa belle-sœur. Bah, je trouve pas qu'ils en font des tonnes là-dessus, justement. Non, mais voilà, c'est dans le genre de scénario, en fait, quoi. Justement, le fait que ça se passe dans la haute, etc. Si tu étires ça sur 35 saisons, tu as une telenovela, quoi. Là, ce sont les Mais mêmes bon, décors. aussi, ouais, c'est ça, même genre d'ambiance. Pas d'ambiance, mais. Alors, encore une fois, c'est Et, le côté opéra, c'est entre des princes et des princesses, et puis entre oui, des jeunes manants qui viennent et puis qui c'est vrai, c'est s'intègrent. vrai. Mais enfin, Bah je veux oui, dire, c'est même le cas dans Disney, dans Aladdin. Enfin, ils ont repris ce thème de l'opéra. C'est le truc parce qu'avant, les classique de seuls gens chez qui écrivaient, classique. c'était les nobles. Parce qu'avant, les seuls gens qui écrivaient, c'était les nobles. Enfin, c'est les Et du seuls qui coup, avaient le ils temps. Hein, écrivaient quand tu allais au champ, tu n'avais pas trop le temps d'écrire. exactement. Et Ou par tu les ne savais nobles et pas pour les écrire. nobles. Et surtout, tu ne savais pas écrire. Ouais, Donc, c'est vrai. par les nobles. Et pour les nobles, c'est vrai aussi que le public compte pour ça. Mais du coup, c'est assez particulier parce que Woody Allen est de cette. Il fait que des films sur les riches aussi, quasiment, en fait. Et pourtant, c'est pas. C'est de cette nouvelle. Ces nouveaux riches américains, tu vois. Donc, c'est vrai que ça colle pas nécessairement. Mais ouais, voilà. Une autre actrice qu'on n'a pas remarqué d'où on l'a déjà vue, c'est la mère. La mère de Chloé et de Tom, qui est la mère de Shaun dans Shaun of the Dead. Ah, c'est juste. Ouais, c'est juste, bien joué. Ouais. Et que je trouve meilleure dans Shaun of the Dead. Voilà. Mais Voilà un rôle Ah, plus là, elle joue important juste une aussi. vieille pochetronne, quoi. ouais, un peu une vieille coincée, mais elle joue dans les deux cas, elle joue une vieille coincée. Dans l'autre, elle est un peu plus touchante, tu vois. Là, dans celui-là, elle joue vraiment une connasse, quoi. Bon, elle a trois phrases en même temps. C'est difficile d'être touché par quelqu'un qui a trois phrases. Je pense qu'elle parle presque autant que dans Shaun of the Dead, sauf qu'elle utilise son temps pour descendre Nola
parce qu'elle a une carrière d'actrice, alors que sa fille, lui ont juste ouvert une galerie et puis elle laisse faire ce qu'elle Elle veut. fait rien, ouais. Ouais, mais c'est sa fille. Et la mère, je ne sais pas si elle fout quelque chose non plus. Hein. Elle n'a pas l'air. Non. Donc, c'est un peu, ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous faites et quand est-ce que vous allez abandonner? Ok, super. C'est ça, c'est ce milieu qui m'énerve un peu et du coup, ça marche le fait que ça le déshumanise un petit peu, tu vois, Chris. Mais du coup, le fait qu'il choisisse de rester dedans, qu'il prenne la décision, justement, qu'il fasse ce choix, est un peu frustrant parce qu'il n'y a rien, il y a très peu de choses séduisantes. Alors, il y a des critiques qui ont attaqué les critiques anglais qui ont attaqué le film en disant non, mais c'est parce que ça donne une image positive de la classe moyenne, parce qu'en Angleterre, la classe moyenne, c'est les riches. Hein. On ne dit plus les riches, c'est interdit. Du coup, non, ça ne donne pas vraiment une image positive, je trouve, des riches, de la classe riche anglaise. Non, elle est très Ils sont tous insupportables. C'est ça. Ils ont tous l'air de s'ennuyer. Le père est OK. Il est gentil, c'est vrai. C'est le seul qui a bossé, quoi. Ouais. C'est ça. C'est le seul qui soutient les autres. Ouais, exactement. Les autres, c'est tous des parasites. Ils sont tous en train de parasiter la vie de ce vieux, quoi. Qui est pas mauvais acteur. Je ne connaissais pas d'ailleurs comme acteur. D'une certaine manière, après, c'est pas Brian Chris. Ah, mais c'est lui? Ok, si, oui. J'ai entendu parler récemment en plus, parce qu'il a sorti récemment des déclarations, il envoyait tout le monde péter, quoi. Notamment notre ami, comment il s'appelle, Michael Caine. Ouais, un petit peu. Ouais. Ça va, c'était pas trop méchant. Vas-y, suis-moi, Fred. Je sais pas, je trouve qu'il y a que, justement, c'est pour ça que le vieux l'homme, il n'y a que Chris qui bosse. C'est le seul qui a l'air d'avoir des investissements, qui travaille bien avec les Japonais, qui fait des machins. L'autre, son frère, tu vois, il appelle juste sa secrétaire, puis tu vois que son ordi, il est toujours en mode veille, puis qu'il est en train de téléphoner, puis penser à la prochaine Aston qu'il va acheter, et puis à quel spectacle il va aller. Donc c'est vrai que peut-être aussi, le personnage le plus arriviste est aussi celui qui s'investit le plus dans ce qu'il a à faire. Après, peut-être c'est son jeu, mais il refuse chaque fois qu'on l'aide, etc. Bon, il refuse pas longtemps, hein, parce qu'après, il est toujours très ravi qu'on l'aide. Mais en tout cas, dans ce qu'il essaye de présenter, tu peux tout à fait te faire avoir et puis te dire que c'est un personnage qui est plutôt sympathique. Ouais. Justement, s'il n'y avait pas cette expression dont parlait Gab, quoi. Moi, t'as ce mec qui fait ça tout le temps, je suis là, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un truc où il est très gênant, je trouve. Il a toujours un regard ténébreux comme ça. Wow. Ouais, il pose. Mais des fois, c'est pas. Non, pourquoi tu as un regard ténébreux maintenant là? C'est incohérent, quoi. Il réfléchit en permanence. Il réfléchit tout le temps. Et il manipule souvent d'ailleurs, parce que tu vois, quand il est en train de boire des coups avec Nola assez tôt dans le film, et qui lui fait un petit peu de rentre dedans, etc. Puis elle reprend un peu le pouvoir, tu vois, où elle dit ah mais je vois bien que t'as envie de me sauter, quoi. Je fais un effet particulier aux hommes, tu penses que je vais être quelque chose de spécial, etc. Puis lui, sa réaction, c'est elle était où cette confiance quand tu étais à l'audition, quoi? Vas-y, redescends, madame. Vas-y, c'est bon. Ça la pète trop. C'est vrai, j'avais pas fait attention à ça, c'est drôle. Je le trouve fortement manipulateur. Et c'est pour ça que moi, j'ai noté dans mes notes qu'il me fait penser un peu American Psycho, en beaucoup moins. Il n'est pas jovial quand il tue, bien sûr, mais très calculateur quand même, comme personnage, je trouve, quoi. Alors, maladroit dans sa calculation, dans ses calculs, puisqu'il ne sait pas où il veut aller au final, mais ouais, voilà. C'est vrai, peut-être que je revois American Psycho. Mais j'avais l'impression qu'il y avait moins. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein, ouais. J'avais l'impression qu'il y avait moins ce côté de doute moral qu'il y a de devoir faire le choix, de faire, tu vois, un petit peu ce côté déchirement qu'il y a de côté tragique, qu'il y a moins dans American Psycho. American Psycho, c'est quoi? Il a une carte de visite plus belle que moi, je le tue. Non, c'est beaucoup plus surface. Mais justement, moi, je trouve que ce dilemme moral n'est pas très fort. Tout ce qu'il veut, c'est ne pas faire le choix, en fait. Le choix, il le fait par défaut, comme tu le disais, quoi. Donc, surtout pas. Ouais, faire le choix, c'est renoncer à quelque chose. Donc, ça veut dire c'est perdre de sa toute-puissance. Et c'est justement ça, pour ça que je parlais du surhomme, du côté surhomme nietzschéen, qui est justement celui dans Dostoïevski qui est condamné, puisque le surhomme nietzschéen est justement pénalisé par la rédemption et par le châtiment divin, ce que lui n'a pas. Donc, c'est pour ça que c'est un peu immoral. Dostoïevski, c'est moral. Ça va à l'encontre de Dieu qui châtie. Et là, on est dans quelque chose où, de toute façon, il s'en sort très bien, le petit con. Donc, c'est beaucoup plus nihiliste. Oui, et c'est très Woody Allen de ce côté-là. C'est très actuel. Aujourd'hui, les enculés, c'est ceux qui s'en sortent. Ouais, mais je pense qu'on simplifie un peu. Je pense que beaucoup de gens ont des priorités. Alors, priorisent eux-mêmes et leur réussite cynique sur celle des autres, mais je ne suis pas sûr qu'ils iraient aussi loin que ce que va notre personnage presque de manière quotidienne, quoi, au niveau mensonge. J'espère bien que tout le monde ne va pas tuer de manière quotidienne. C'est pour ça que je dis même de manière quotidienne, je le trouve très
je trouve très. Après, oui, il y a beaucoup de gens qui mentent sûrement à leur femme, qui baissent plus leur femme et qui lui disent ah, je suis trop fatigué, chérie, et qui voient une maîtresse à côté. Bah, les putes n'auraient pas autant de succès. Hein. Ouais, mais il n'y a pas que des hommes mariés qui vont aux putes non plus. Mais bon. Je pense qu'il y en a surtout. Autrement, si tu n'es pas marié, tu as moins de ce besoin, je pense. Je pense pas que ce soit uniquement lié à la misère sexuelle. Je pense que c'est justement le fait Je pense qu'il y a un peu que de la tout, plupart des hommes sont des enculés. Vous voyez que je suis un peu La féministe phrase de la aussi. soirée. Hein. Bah, je suis quand même un peu féministe parfois. Non, mais c'est juste qu'on peut être misanthrope. Hein. La misanthropie, là, ouais. Non, là, je mettais pas l'homme avec un grand H. Je mettais vraiment l'homme masculin. J'entends. Mais ouais, je voulais dire une autre citation de Woody Allen que j'ai en tête, du coup, par rapport à sa forme de nihilisme qui dit Dieu est mort, Karl Marx est mort, et moi-même, je me sens pas très bien. C'est drôle. Mais d'ailleurs, Woody Allen, tu vois, il est très centré sur lui-même, mais en même temps, il a très ce côté, oui, il s'aime et il se déteste à la fois, quoi. Vraiment. C'est ça, il y a quand même de l'autodérision. Ce personnage. Oui. Ah, il aurait dû faire un caméo. Je vois que c'est ça ce que tu regrettes, c'est un petit caméo de Woody Allen dans le film. Non, parce que je trouve qu'il est très Woody Allen, ce film, parce que quand même, Woody Allen, c'est un film qui a quand même qui est passé un peu d'une femme à l'autre dans sa vie. C'est un mec qui, je pense, qui a peut-être quelques il est même passé à sa fille. Hein. Voilà. Je pense que c'est un mec qui pourrait tout à fait faire des squelettes dans le placard. Sachant que c'est un mec qui est très autobiographique, en tout cas, ce qu'il fait pour lui au cinéma, ça parle beaucoup de lui. Je me demande ce que dit de lui ce film, tu vois, finalement. À quel point il a des choses qu'il n'a pas osé exposer quand il les jouait lui-même, tu vois. Est-ce qu'il n'est pas un peu plus sociopathique, sans être un sociopathe, mais sociopathique que ce qu'on pourrait le penser, quoi, au premier abord. C'est intriguant comme question. Je ne lui souhaite pas, parce que ce serait quand même hyper flippant. Moi, je pense que c'est justement plutôt sa passion pour l'opéra et puis qu'il a essayé de la retranscrire. Oui, mais il a choisi de faire de dire à Dostoïevski, ben non, l'homme immoral gagne. Il a essayé de répondre ça à Dostoïevski, donc c'est particulier. Ouais, c'est vrai. Mais il a dit que c'était son film préféré, d'ailleurs. Il a dit qu'il considère que c'est une de ses plus grosses réussites, ouais. Ce que j'aime bien, c'est la manière dont il le dit, tu sais. J'essaie toujours de faire de mon mieux, et des fois ça rend bien, et des fois ça rend pas bien, et là, ça un peu un côté, justement, fataliste, mais pas fataliste dans le mauvais sens, dans le côté vraiment du hasard de l'univers aussi, quoi. Que tu peux pas te contrôler. C'est tout à fait le film, alors. Il en est clairement dans le hasard. Il correspond bien à Woody Allen, ce film. Ça, je suis assez d'accord. Voilà, je crois. Moi, j'ai un peu fait le tour de mes notes. Je sais pas, je vais voir. Je suis désolé, je suis enrhumé. Dégoûtant. Oui, du coup, je vais quand même donner une autre citation, mais cette fois de quelqu'un qui parle de Woody Allen, parce que je trouve cette citation rigolo, puis j'aime bien citer Orson Welles quand je peux. Et quand Orson Welles parle des autres réals, en général, il est méchant, donc c'est rigolo. Alors, j'ai fait un peu cette traduction, du coup, je l'ai quand même noté. Je hais Woody Allen physiquement. Je n'aime pas ce genre d'homme. Il a la maladie de Chaplin. Cette combinaison particulière d'arrogance et de timidité me fait grimper au rideau. Comme toutes les personnes avec une personnalité timide, son arrogance est sans limite. Quiconque parle doucement et flétrit en société est incroyablement arrogant. Il agit timidement, mais il s'aime. Une situation très tendue. Ce sont les gens comme moi qui doivent continuer à faire semblant d'être modestes. Selon moi, c'est la chose la plus embarrassante du monde. Un homme qui se présente sous son pire jour pour faire rire, pour se libérer de ses complexes. Tout ce qu'il fait à l'écran est thérapeutique. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que c'est juste. Enfin, je pense que c'est bon. Enfin, on va pas. C'est cruel, c'est méchant, mais on sait à quel point il est brillant. Mais moi, exactement. Il a mis les mots sur ce que je n'aurais jamais pu exprimer avec son intelligence et son talent. C'est totalement comme ça que je verrais Woody Allen. C'est exactement ce qu'on a dit. Où justement, tu te disais, on ne sait pas s'il est trop timide, on ne sait pas s'il l'est. Et puis en fait, chaque mot est bien placé. Bravo, Orson Welles. C'est pas pour rien que c'est toujours le numéro 1, quoi. J'ai jamais vu d'ailleurs Citizen Kane, c'est ça qui est chiant. Tout le monde dit que c'est le meilleur film de tous les temps, mais je l'ai jamais vu. Les Américains disent que c'est le meilleur film de tous les temps. Donc. Les critiques américains. Dans presque tous les classements, il est quand même premier. Ça va dépendre. Si tu regardes IMDb, c'est Shawshank Redemption. C'est un truc basé sur du Stephen King, donc il y en a pour tous. Hein. Ouais, c'est vrai. Okay.
Mais non, mais Ah, l'idée, j'avais c'est validé, vraiment c'est considéré comme un des validé. meilleurs parce qu'il a été novateur comme film, en fait, et à cause de ce qui s'est passé autour, la manière dont il a changé le cinéma, pas nécessairement parce que, vu hors contexte, c'est le meilleur film que tu peux voir. C'est vraiment le côté, Rosebud. justement, c'est vraiment d'un point de vue de côté école de cinéma, tu vois, qui peut être le meilleur, on va dire. En tout cas, c'est un des films que tu as le plus besoin de voir pour comprendre, que je n'ai jamais vu, hein, d'ailleurs, mais Moi, que je tu as l'ai juste vu dans la classe besoin. américaine. Voilà, ouais. Mais Ah, ça compte pas vraiment, on quoi. avait vu le procès au lycée, c'était vachement bien. Ouais, c'était bien. Donc voilà, c'est un mec dont je sais qu'il a du talent, mais c'est surtout que, ouais, voilà, il a souvent des choses intéressantes à dire. Et c'est vrai que la manière de voir qu'a de faire de Woody Allen est quand même va très bien avec les années 80 et 90, un peu, où on se pose la question de où va la société, où va l'avenir, quelle est la morale, etc. Puisqu'on sortait de cette dualité par rapport au communisme et par rapport à d'autres choses. Et je trouve que ça va assez bien avec cette période-là de doute de fin de siècle, quoi. Hein, à nouveau, pour utiliser une expression que j'utilise de temps en temps. Et donc, il a été précurseur vu qu'on est allé dans l'immoralité la plus totale, puisqu'on est parti dans un consumérisme absolu, et c'est ce que décrivent aussi ces personnages. Tout ce qu'ils décrivent, c'est le consumérisme. Or, c'est ce à quoi on est venu. Après, justement, le doute moral, on est arrivé au consumérisme où le doute n'a plus sa place. La Je seule suis pas chose tout à qui fait importe, d'accord. c'est ce que tu possèdes. Pour moi, les jeunes sont toujours en train de secouer le cocotier, comme ils le font à chaque Ouais, tant génération. qu'ils ont un iPhone et une paire de Nike. Jordan, une Nike Jordan qui soit une édition limitée. Ouais, on n'est pas du tout dans le Ça consumérisme. dépend qui. C'est pas tous les jeunes, ça, je suis désolé. Hein. Greta, elle a pas Regarde de leurs Nike. chaussures. Regarde Greta, les elle a pas de chaussures des Nike. jeunes. Greta, elle porte des Nike. Greta, s'il te plaît, Greta, franchement. Non, mais quelle tu vois, idée. j'utilise elle comme symbole parce qu'il y a plein de jeunes qui sont vachement impliqués dans d'autres choses, je pense aussi. Je veux pas juger les jeunes parce qu'ils sont, comment dire, qu'ils manquent peut-être de profondeur, mais c'est normal, on manque aussi de profondeur quand tu es jeune. Et c'est vrai qu'aller faire des manifs, bah, ça va pas nécessairement changer le monde. Mais je trouve injuste de dire que le monde se pose plus de questions. Ça, je pense que c'est pas juste. On en parlait par rapport à Fight Club. Fight Club est toujours très d'actualité. Et je pense qu'il parlerait toujours aux gens aujourd'hui, quoi. Jeune. Même aux jeunes, Bon, ouais. bah alors, toi, Gab, qui est jeune, qu'est-ce que t'en penses? Beaucoup plus jeune que vous, en plus. Hein. Je crois que je vais acheter des Nike demain, quoi. Non, je sais pas, Mais, moi, alors, peut-être je regarde, mais moi, peut-être c'est mon côté vieux con, mais quand je regarde les jeunes qui sortent du bus, je trouve qu'ils sont beaucoup plus en uniforme que nous ne l'étions. oh, Mais je après, suis pas voilà, Ah, c'est je peut-être suis mon pas côté sûr. vieux con. Ouais, c'est vrai qu'on avait tous un ISPAC, on avait tous, ouais, ok. Mm. Ouais, D'accord. voilà. Mais c'est une des difficultés de la jeunesse, une des difficultés de la vie, hein, de savoir où tu conformes et où tu ne te conformes pas, quoi. De toute façon. Et c'est une des difficultés, je pense, qu'a Woody Allen exactement. C'est aussi une des difficultés qu'explore ce film, de cette manière. Donc, comme quoi, on n'était pas trop hors sujet. Non, ça va, ouais. Non, c'est posséder et avoir une image, et c'est exactement ce qui se passe dans ce film. Plutôt Ouais, que mais de il y a quand vivre même vraiment. il y a comme ce dilemme un petit peu, d'une certaine manière, de vivre ça ou de vivre passionnément, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ce qui gagne, ma foi, c'est ce côté un peu plus cynique, quoi. Bah voilà, on va passer à vos rubriques, messieurs. Gab, peut-être d'abord. Bah, moi, j'avais pas grand-chose non plus cette semaine, mais je voulais rebondir en fait sur Brian Cox et puis ce qu'il avait dit en fait récemment. Parce qu'en fait, là, Brian Cox, pour resituer le truc, bah, c'est un immense acteur avec une immense carrière. Et il arrive à un moment dans sa carrière, dans sa vie, où où il peut dire, il s'en balèque, il peut dire tout ce qu'il veut parce que de toute façon, il n'a plus rien à prouver à personne. Et puis, je crois il n'a jamais eu la langue dans sa poche, ce gars. Et du coup, comme il va sortir ses mémoires, je crois qu'en début d'année prochaine, donc il a un peu fait un peu de la pub et de la promo, puis il a lancé quelques punchlines qui se trouvent dans son bouquin. Donc, du coup, Pas c'est mal de balles du perdues, ouais. chiage sur beaucoup d'acteurs. Donc, comme Johnny Depp, d'ailleurs, je crois qu'il a... T'en as noté une ou deux qui sont bien, parce qu'il y en a pas mal. je ne sais plus, mais en tout cas, il trouvait que Johnny Depp, il était surfait. C'est pour ça qu'il a refusé le rôle du gouverneur dans Pirates des Caraïbes, parce qu'il ne supporte pas Johnny Depp. Du coup, c'est Jonathan Pryce qui l'a remplacé, puis après, il chie sur Jonathan Pryce aussi. Il chie aussi sur David Bowie. Il a dit qu'il aurait dû rester une pop star. Il n'aurait jamais dû rentrer dans le cinéma. Qui d'autre encore? Ah, Steven Seagal. En même temps, tout le monde chie sur Steven Seagal, donc c'est trop facile. Non, justement, ça, c'est la phrase, elle est magnifique, parce qu'il dit genre, j'ai rencontré Steven Seagal, il a cet air
toujours un peu zen, un peu forcé, tu sais. Mhm. Et il a l'impression d'être sur un autre plan de l'existence Oui, oui, il dit supérieur ça. à nous. Et il rajoute genre un autre plan de l'existence, c'est sûr. Ouais, mais Supérieur, c'est moins sûr. il dit qu'il pense que lui-même, il pense qu'il il est dans un plan plus élevé. Alors que Ouais, non, exactement. il est juste dans un autre plan, mais pas forcément. Exactement. Mais alors, je trouve justement, c'est une manière de. Il fait ça avec des gants de velours, un peu, Mhm. cette manière de faire sur les gens, et c'est pas mal. Si vous trouvez l'article, c'est rigolo à Après lire. aussi, il suit aussi sur un peu, comme tu as dit, sur Michael Caine. Je sais plus ce qu'il dit, mais ouais. Ouais, mais Alors que c'est pas vraiment un acteur, mais que c'est un excellent Michael Caine, quoi. Ouais, un truc du genre comme ça. Non, il a l'air marrant. Puis après, je crois qu'aussi, aussi, je crois que comme tout bon Écossais, il chie sur la monarchie, donc c'est cool aussi. Hmm. Voilà, non, mais il m'a l'air sympa, ce gars. Un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a que du Bon bien à client. dire de Alan Rickman. Et ça, c'est trop bien parce qu'Alan Rickman, Ouais, parce qu'il est génial à la Rickman. Ouais. Ouais, bah oui, ouais. parce que t'es un fan Et d'Harry Potter, apparemment, il est c'est très normal. gentil. Moi, Non, je je l'ai suis un découvert fan de dans Piège de Obi-Wan à la base, cristal. donc c'était pas Ah ouf, putain, Hans Gruber. Voilà, exactement. Il est excellent dans Galaxy Quest aussi, où il joue justement cet acteur shakespearien Ah oui, c'est euh, vrai. qui se retrouve au niveau de jouer dans Star Trek, puis finalement qui finit par embrasser ça. Excellent. Alan Rickman. Et ouais, non, ouais, fun comme anecdote, c'est vrai. Mais tu vois, je l'avais pas reconnu parce que ils l'ont looké un peu comme James Lipton dans ce film, je trouve. J'avais l'impression que James Lipton, c'est le mec qui présente Inside the Actors Studio. Ok, Et, pour moi, ils lui ont fait ce look-là. Donc au début, je pensais que c'était James Lipton, mais c'est pas tous les James Lipton. Et, du coup, j'ai pas reconnu non, que c'était Brian Cox. Quoi. De toute façon, Brian Cox, il joue quasiment que des seconds rôles. C'est ce genre de mec où j'oublie qui c'est d'un film à l'autre. C'est garanti. mais après, il a toujours un peu les mêmes rôles, parce que là, par exemple, là, il a un rôle culte là, dans la série Succession. Et là aussi, il joue un patriarche d'une famille de la haute à New York. Voilà, quoi. Donc, il a toujours un peu les mêmes rôles d'un peu du gros connard, quoi, globalement. Bon, pas dans Ouais. Match Point, du coup. Il était plutôt cool. Non, ça va, mais c'est vrai que ça il reste un peu Parce que, par exemple, il joue aussi dans Jason lancé, quoi. Bourne, il joue un connard, il joue aussi dans Big Fish, je crois que c'est lui qui joue dans Big Fish. Ah non, c'est pas lui, c'est l'autre. Mais il joue aussi dans quoi d'autre? Il joue pas dans Master and Commander ou dans Patriot ou un truc comme ça. Il joue pas justement. Braveheart, il joue dedans. Ah, voilà, ouais. Voilà. Je sais qu'il joue un vieux British de la haute aussi qui fait, qui fait un nouveau bâtard. Quoi. Non, déjà dans des milliers de films, quoi. C'est vrai que souvent Ouais, des c'est ce genre de seconds gars, rôles. quoi. On va passer à ma question à la con, puis on finira par la presse, puisque c'est logique que ça vienne avant les notes. J'étais pas très inspiré cette semaine. J'ai pas Donc, été je vais inspiré demander. par ma réponse non plus, quoi. Ah ouais, bah écoute. Hein. Du coup, ouais, voilà, ils ont cet appartement au bord de la Tamise, un appartement avec une magnifique vue sur une rivière. Du coup, voilà. Est-ce que si vous deviez avoir un appartement avec une vue sur une rivière, ce serait quelle rivière Gab, je sais que tu as fait une petite recherche, tu nous as Ouais, dit si vous aviez. j'aurais la vue sur la Baise. Sur la Baise ou sur le Gland. Voilà, c'est deux magnifiques rivières qu'il y a en France. Voilà. Il y a 3 Ça rivières qui m'enfonce, s'appellent ça. le Gland en France, si jamais. Donc, Le voilà. gland, Ouais, le Gland. D'ailleurs, nous, on a une ville qui s'appelle Gland. Donc, c'est vrai, pourquoi pas en c'est France, vrai. il y a des rivières qui s'appellent le Gland. Et puis, il y a une ville qui s'appelle la Baise. Donc, voilà. Vous allez vous J'avoue que coucher vue moins sur la bête ce baise et le soir. gland, Il me semble que j'avais c'est entendu top. parler de la baise en plus. Il me semble que Voilà, j'avais déjà entendu parler. Quoi. moi, j'aurais bien voulu avoir une villa au bord du Gland, quoi. Le long du Gland. Ou Fred, sur tu la avais une Baise. idée J'avais pas vraiment trouvé d'idée sur cette. C'est la première question à la con où j'ai rien qui me vient Ok. d'intéressant. Ouais. Après, je peux dire des endroits où je trouve ça joli, parce que c'est vrai qu'une rivière, c'est joli, Par exemple mais il y en a plein. Enfin, je veux dire, n'importe quelle rivière, c'est joli. Même là, bah, l'Arve, c'est joli, quoi. Ouais, voilà. Bah, je sais pas si tu en avais une préférée qui t'inspirait plus qu'une autre, tu vois, j'en sais Non, rien. justement pas. Je sais que j'aimerais pas une. Je Le vais pas Mekong. avoir. Bah, pas trop. Alors, pas le Gange. Mekong, pas le Gange, parce que ça pue, et puis même si c'est censé purifier, enfin, en tout cas, pas un endroit de Chine ou d'Inde, mais autrement, L'Amazone. dans les pays. Ouais, mais il y a plein de moustiques et il y a des sales bêtes dans Oh, l'Amazone. mais t'es Franchement, c'est quand même chiant. une galère. Tu Non, vois, mais c'est c'est pas si vrai. facile que ça. Hein. Non, Chiant. mais je parle dans des villes. Le Danube. Ouais, Manaus, c'est une ville. Le beau Danube, ouais, c'est bien. Tu vois, ça reste dans l'opéra, tu vois. Hmm. La Volga. Volga. Je sais Volga, pas. ouais. Le fleuve Amour. Oh, Exact. c'est beau. Ah ouais, ça c'est la réponse préparée aussi qu'on aurait pu faire. Mais non, mais moi non plus, j'avais pas d'idée en vrai. C'est juste que je me dis, tu vois, il y a
Il y a des gens qui, en vrai, à Genève, dès que tu sors un peu de la ville, tu as un Rhône très fort, avec plein de forêts, et avec des endroits qui ont l'air d'avoir une jolie vue dessus. Tu as des immeubles qui ont une jolie vue dessus. Et ça Ouais, fait quand tu te envie. baignes dans le Rhône et puis que tu regardes au-dessus, ça a l'air superbe. Ouais. Ça, J'ai juste jamais après vu la vraiment où jonction. étaient ces immeubles. Ouais. Ouais, en venant par l'autre côté, je vois pas. Ouais, ça n'a pas Ça l'air doit être Saint-Jean, Saint-Jean. quoi. Ouais. Ah, c'est Ouais, Saint-Jean, ouais. techniquement, ça doit être Saint-Jean, ouais. J'ai jamais été dans ces immeubles-là à Saint-Jean, perso. Hein. Ah, Moi moi, non j'ai déjà plus. été une fois. C'est chouette, non? Ouais, c'est cool, ouais. Mais après, tu as tout l'écho de la pointe, donc c'est chiant au niveau bruit. Ça va. Ah, je supporterais, je Pour, pense. pour des vieilles personnes, je dis. Vu que Ouais, c'est surtout des vieilles personnes qui habitent là-bas. Donc. c'est vrai. Vu le loyer, Ouais, ça, j'imagine. Ma crise démographique, ce sera le thème de la prochaine Apéritalk. Bah voilà, on va passer à la presse, Fred. Yes. Alors, souvent, avec les films de Woody Allen, on est à fond sur la presse. La presse est toujours à fond. Donc, elle est 4-4 là, sur 4-4 étoiles sur Allociné. Ils étaient dithyrambiques. Il y a une critique que j'ai trouvée bonne, ce qui était celle du Monde. Matchpoint atteint incontestablement une hauteur et une profondeur qui sort illico du lot, depuis la constance justesse des détails jusqu'à l'irrésistible crescendo. Woody Allen signe là une œuvre qui donne l'impression qu'il passe pour la première fois de la règle du je à la règle du je. Voilà, j'ai trouvé ça très dans cette prétention intellectuelle. Puis après, parce que après on critique toujours en disant que je prends que le positif et que je peux jouer le négatif, j'en ai trouvé une qui était assez drôle. Woody Allen jouit d'une telle réputation que les critiques du monde entier sont en extase devant n'importe lequel de ses films, y compris lorsqu'ils sont objectivement moins bons. Matchpoint ressemble à Sex Crimes, pour faire une petite référence à Bada qui aimait bien se masturber devant Sex Crimes, et à tant d'autres triangulations amoureuses. Je l'ai fait aussi, hein, je dois le reconnaître. Et attendre, avec ces moments de suspense et de rebondissement. Scarlett Johansson, Denise Richards, même combat, quoi. Ouais, mais en aucun cas, c'est là que ça va être drôle. D'autre part, on sait que Woody Allen et les scènes hautes, ça fait deux. Quand on a une bombe comme Scarlett Johansson dans un film qui doit jouer une briseuse de couple, on évite de lui faire porter d'ignobles soutiens-gorge couleur peau, style années 50. Ça me dérange pas qu'un film n'ait rien à dire ni aucun message à faire passer. Mais là, là, il pouvait pas se pignoler, là, ça l'a gêné. Mais si par ailleurs il est trop prétentieux, là, clairement, il l'est. Et je trouve assez drôle que le mec dise juste qu'il n'a pas mis assez en valeur Scarlett Johansson. Ça va. Le film, il est con, il dit rien, mais en voilà, plus, il n'arrive pas quand à même, branler, quoi. tu lui mets au moins un soutien-gorge correct et puis tu montes ses seins, quoi. J'avoue que les scènes de sexe sont assez chaudes, mais sont pas particulièrement sexy, quoi. Bon, ils s'embrassent, quoi, mais tu vois pas grand-chose d'autre. Enfin, c'est pas très sexuel. Mais bon, genre les gars déçus, les yeux, elle le tourne vers la caméra. À un moment, ça donne l'impression de. Putain, on voit même pas un téton, quoi. Fuck, merde. Putain. C'est pour ça que la comparaison avec Sex Crimes pour la triangulation amoureuse, c'était assez drôle parce qu'on est vraiment sur deux films qui sont quand même à deux opposés. Donc, si le mec s'attendait à voir Sex Crimes, il faut qu'il révise un peu ses Woody Allen. il manque un baiser lesbien, quoi. Et une piscine. Une piscine, exactement. Ah, rigolo. C'est tout? Bah, c'est tout, ouais. C'est suffisant, okay. Je crois. Oui. Je sais pas, on va passer aux avis. Pour une fois, j'ai passé premier. De toute façon, je crois que j'ai été assez expansif sur ce qui m'a plu et pas plu dans ce film. Hein. Je trouve que visuellement, très bien. À plus. Après, au niveau de l'écriture, j'ai trouvé que ça ne correspondait pas nécessairement à ce que Woody Allen était le meilleur. À cause du setting british, comme j'en ai parlé, à cause du fait que je n'ai pas trouvé qu'il représentait très bien des choses qu'il n'est pas, en fait. Après, toute la partie intrigue thriller de la fin, je l'ai trouvé cool, mais c'est la fin du film, quoi. Donc voilà, je me suis beaucoup emmerdé pendant le début et j'ai pas trouvé les performances excellentes non plus, assez variables. Donc pour moi, j'étais entre 4 et 7 parce que je me suis vraiment bien fait chier au début, mais à la fin, je me suis quand même bien amusé. Je pense que je mettrais 6 comme début d'épisode de Columbo, mais je lui mets 5 comme film. Voilà. Du coup, ça fait quoi comme note? 5. 5, ok. Et toi, Gab? Moi, j'étais un peu moins sévère que toi. C'est vrai que j'ai plus ou moins le même ressenti. Donc, beaucoup d'ennuis. Enfin, je me suis un peu ennuyé comme au début parce que les intrigues de la haute, ça me fait un peu chier, hein, perso. Mais après, le final, quoi. Le final est vraiment trop cool. Après, moi, le jeu d'acteur, ça m'a pas trop dérangé à part bon, c'est vrai que Darius Mayer, c'est vrai que il m'a un peu énervé sur la fin, son jeu, mais globalement, j'ai bien aimé.
Et donc moi, je mettrais plutôt un 7. Voilà. Si je peux me permettre de demander vite fait sur le jeu de Jonathan Rhys-Meyers, ça me fait penser à Hayden Christensen dans les Star Wars. Il n'est pas très bon, mais très méchant, il est pas très bon, mais en même temps, il n'y a méchant. pas grand-chose à en faire. Non, j'exagère un petit peu, mais il n'est pas très bon en même temps. Est-ce que tu pouvais vraiment faire mieux avec ce rôle et c'est la manière dont il est écrit, tu vois. Tu es censé jouer un mec un peu... Peut-être, oui, peut-être, donc voilà. peut-être. Mais non, mais voilà, Mais en soi, ce que ce soit de la faute de Jonathan Rhys-Meyers ou du film, la performance donne un peu bizarre. Quoi. C'est ça, moi, c'est du pur ressenti pour moi. De toute façon, toutes mes notes, c'est vraiment du ressenti, globalement. Donc, je n'essaie pas de rentrer dans la technique ou dans le pourquoi du comment. C'est du ressenti pur et simple. Moi qui suis plutôt un fan de Woody Allen, donc j'ai trouvé ce contre-emploi vraiment, vraiment très intéressant. Comme l'a dit Thomas, c'est toujours aussi beau. Ça, on voit qu'il a quand même une maîtrise. J'ai trouvé le scénario était millimétré. Chaque détail était important. Pour moi qui le voyais une seconde fois, je savais déjà quelle a été cette apothéose formidable parce qu'il y a ce retournement de situation qui est délicieux. Mais là, je savais ce qui allait arriver puisque je m'en souvenais. C'était un film qui m'avait quand même profondément marqué quand je l'ai vu. J'ai trouvé que justement, on pouvait voir tous les petits moments où il pense au cambriolage. Elle lui dit « Ah bah oui, j'ai déjà été cambriolé à ce moment-là ». Tu sens que chaque chose est à sa place, qu'il n'y a pas la moindre erreur dans ce qui est fait dans le scénario. Après, en effet, j'ai trouvé peut-être un peu plus lourdeau les acteurs, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'ils en faisaient un peu des tonnes pour jouer les bourgeois. Et c'est pour ça que je vais quand même lui donner un 8, parce que je ne pense pas que ce soit mon film préféré de Woody Allen, et puis que mon préféré de Woody Allen, que je mettrais peut-être, je l'aurais mis un 9. Donc celui-là, comme il n'est pas mon préféré, je lui mettrais un 8. Ça marche, ça me semble cohérent. Écoutez. Voilà, c'était cool. Je crois on va faire le tirage. Ouais. Suspense. Il n'en reste plus 4. Tu n'as même pas mis le chapeau, quoi. Tu n'en as plus rien à foutre. Je l'ai enlevé, si, il est là, le chapeau. Ah ouais, ok. Mais en fait, je viens de remarquer qu'il y avait genre 8 papiers dans le chapeau alors qu'il reste que 4 films, donc j'ai dû refaire un tri là. Ce sera un choix de moi. J'ai mis le titre original parce que c'est moins long. Giù la testa. Il était une fois la Révolution. C'est un film mexicain? Pas tout à fait. C'est un film sur la Révolution mexicaine par un Italien. C'est le dernier western qu'a fait Sergio Leone. Ah, cool, intéressant, un western, on en a enfin alors. Parce que celui de Louis, il était quand même à chier. Moi, j'en avais mis un peu accidentellement avec l'ours, donc je voulais en mettre un que j'ai fait exprès. J'ai hésité entre plusieurs films, et puis je suis atterri sur celui-là. Je ne l'ai pas vu depuis il y a très longtemps, mais quand je l'avais vu quand j'étais gosse, j'avais adoré. C'était clairement mon préféré, plutôt adolescent, je pense que je l'ai vu, ou jeune adulte. C'était mon préféré de Sergio Leone, donc je me réjouis de le revoir et d'en parler. Et puis, c'est une manière de faire des westerns qui est assez fun, donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Ouais, c'est le bon western spaghetti. Moi, j'avais pas mis Il était une fois dans l'Ouest, alors que j'avais eu envie de le mettre, j'avais adoré, donc je suis très heureux que tu fasses ça. Je me réjouis de participer à cette émission. Et comme il traite de la révolution mexicaine, à nouveau, on parle de révolution, on parle un peu de politique, et c'est toujours sympa. Et puis, en plus, c'est un film italien des années 70. La dernière fois qu'on a fait un film italien des années 70, dans le chapeau, c'était très bien. Donc, et ça a cartonné sur YouTube. Donc, voilà. Je pense qu'on aura plus de plaisir à le voir que Salo. Écoute, j'espère. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment pas amateurs de ce genre de film. Je crois que Louis aime pas du tout ce genre de western. Louis, il aime pas grand-chose à part Catwoman. Hein. Mais je pense que Pierre non plus. Je ne veux pas trop parler pour eux. Mais... Toi, Gab, c'est ton truc un peu les westerns ou j'aime bien les westerns. Ouais. J'aime bien les westerns. Ouais. J'aime bien. Ok. Moi, les canassons. Écoutez, voilà, on en parlera la semaine prochaine. J'ai hâte. C'était cool. Merci si vous nous avez suivis. Mettez des likes, partagez, faites des dons pour Pierre. Et puis voilà, merci à vous d'avoir participé, les gars. C'était cool. Ah oui, sympa. Cool, comme je l'ai dit. Et on se dit à la semaine prochaine. Il y a toujours un côté plus calme quand on est trois. On a plus de temps de parole. On n'a pas besoin de se lutter les uns les autres. C'est un autre exercice et c'est plutôt sympa. 4, c'est bien. Je pense que 5, c'est vrai qu'on a pris l'habitude, mais c'est peut-être un peu nombreux, quoi. En vrai. Mais bon. Voilà, de toute façon, on verra bien si combien on est la semaine prochaine. Nous étions en situation critique. Hein, c'est un peu la surprise, en fait. La surprise. Ouais, c'est ça. On voit qu'il est disponible. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore. Thank you.